Alors, petit test. Qui était ce matin pour revoir Coup de tête? Quelques-uns, voilà, sont des récidivistes, comme on dit en quelque sorte. Voilà, eh bien bienvenue à tous ici au Cinéma Rex dans le cadre de la foire du livre de Brive. Preuve qu'encore une fois, le livre permet bien des déclinaisons hors du chapiteau du théâtre, et on peut ainsi organiser des rencontres ici même, dans ce lieu dédié au 7e art. Et donc on remercie beaucoup Jean-Jacques Hano d'avoir accepté cette proposition pour nous parler voilà, de sa carrière à travers cette leçon de cinéma, à l'occasion de la parution de ce gros livre, Une vie pour le cinéma, coécrit avec Marie-Françoise Leclerc, très bonne journaliste, aux éditions Grasset. Jean-Jacques Hano, est-il besoin de vous présenter? Oui, absolument. Quand même. Je crois que vos films parlent pour vous d'une certaine manière, puisque voilà, vous êtes l'antithèse absolue du cliché du cinéma français que l'on présente très souvent comme parfois un petit peu nombriliste, avec des scénarios assez minimalistes en quelque sorte, qui donnent parfois souvent de très bons films. Mais vous êtes un peu l'antithèse de ce cinéma, jugez-en par vous-même. La guerre du feu, L'ours, 7 ans au Tibet, Deux frères, Le nom de la rose, en tout cas j'en passe, même si évidemment vous avez fait des films d'un autre genre, et Coup de tête ce matin, qui est un peu en quelque sorte l'antithèse. Bref, une filmographie qui va en calmer plus d'un, en quelque sorte, et à ce titre on est ravis de vous avoir pour justement avoir vos conseils, puisque le thème de cette rencontre est celle de la leçon de cinéma. En tout cas, vos conseils les plus subjectifs à partir de votre expérience. Comment allez-vous, Jean-Jacques Hano, tout bêtement? Alors comment je vais très bien, je viens de déjeuner avec un vieil ami qui est Costa Gabras, et c'est le bonheur de ces rencontres, de retrouver des amis, des amis de Malouf aussi que je connais depuis longtemps, un écrivain de grand talent, j'avais déjà pensé à adapter certaines des œuvres. Donc je veux dire que je suis très charmé par ce que je viens de vivre là à Brive. J'ai été invité dans un certain nombre de festivals du livre, à Nice, à Nîmes, à Quimper, à Quiberon. Et franchement, ici, c'est extraordinaire, le monde qu'il y a, la qualité des gens qui se retrouvent. Et je viens de comprendre que c'est le premier salon littéraire de France. Et effectivement, j'étais stupéfait. Je ne vais pas vous faire la liste des gens que j'ai rencontrés là, mais c'est vraiment tout à fait incroyable d'un tel niveau de qualité. Donc, voilà, je vais très bien. Voilà, tant mieux. Alors, on a la chance de vous avoir pendant une grosse heure, on va discuter tranquillement tous les deux, et évidemment, après, vous aurez la parole pour poser toutes les questions que vous voulez à notre invité du jour. Alors, de manière, j'allais dire, la plus naïve du monde, avant d'avoir vos conseils, j'aimerais vous demander, Jean-Jacques Hano, le cinéma, quand est-ce qu'il vous est tombé dessus? Alors le cinéma, mais pas tombé dessus, je suis allé à sa rencontre avec papa, maman. Moi je suis une famille très modeste, mon père était un cheminot de niveau très moyen, mais avec la passion des chemins de fer. Et la seule revue que nous avions à la maison, c'est La Vie du Rail. Et dans La Vie du Rail, il y avait étonnamment un des meilleurs critiques français qui opérait. À la fin du journal, il y avait des recommandations de cinéma. Monsieur s'appelait Charançol, vraiment un des bons critiques, et c'était un homme qui détestait le cinéma américain, ça tombait bien, mes parents aussi, et donc j'ai été très vite guidé par un très bon critique, et mes parents sont systématiquement allés voir les films recommandés par Charançol. Donc j'ai commencé, moi, évidemment, mon père a attendu que ce soit La Bataille du Rail, c'est le premier film que j'ai vu, que j'ai revu il y a quelques années, qui est un film formidable, qui n'a pas vieilli. J'ai revu tous les classiques, j'ai vu tous les classiques italiens. Je dois vous dire que j'ai découvert le cinéma américain quand j'étais, même après l'IDEC et Lumière. L'IDEC c'est la FEMIS aujourd'hui. J'ai fait les deux écoles. Alors, oui, comment ça s'est passé? Écoutez, voilà, ma mère avait été secrétaire dans la plus grosse maison de vente d'appareils photo de Paris. Ça s'appelait Odéon Photo. Et tous les ans, on recevait un catalogue avec le journal de Mickey un jour, le jeudi, c'est le jeudi, le jour de congé.
Je vais à la boîte aux lettres, je trouve, j'avais 6 ans ou 7 ans, je trouve le journal de Mickey, où il y avait d'ailleurs la guerre du feu dedans, et le catalogue d'Odéon Photo. Je tourne les pages de ça, et je m'aperçois à la fin qu'il y a des jouets qui s'appellent caméra 16 mm, et d'un seul coup, je fais la connexion entre le bonheur du cinéma, de cet écran qui s'ouvrait, à l'époque il y avait des rideaux, et ça s'ouvrait sur le monde, c'était passionnant. Chez moi c'était un peu grisâtre, bon, on parlait de rien de vraiment spectaculaire. Le cinéma c'était l'évasion, et ce jouet-là allait me permettre, enfin je pensais qu'en le manipulant, en jouant avec, j'allais retrouver le plaisir du grand écran. Et ma mère est rentrée du travail, je lui ai dit ça, que je voulais faire du cinéma. Elle a vite téléphoné à ses amis, et déjà à l'époque j'étais bon élève. Pardonnez-moi, j'ai un énorme problème dans la vie, c'est que j'ai été major de promotion, j'ai fait de bonnes études, et je n'ai pas été celui qui était le long du radiateur au fond de la classe, malheureusement. J'ai été premier de la classe, oui, pardon. Nous ne nous en voulons pas. Non, mais je m'excuse parce que ça a été un véritable problème pour moi. On m'a toujours considéré comme le premier de la classe et on m'a toujours embêté pour ces raisons-là. Mais moi j'en étais très content parce que c'était ma seule voie possible de sortir de mon milieu. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère a téléphoné à ses amis qui lui ont donc dit quel dommage, un si bon élève, et elle a quand même souscrit à un journal, un mensuel qui s'appelait Avenir, qui traitait chaque numéro de certains métiers. Comment devenir charpentier, comment devenir potier, comment devenir sténodactylo. Et puis il y a eu une parution consacrée au métier du cinéma. Ma mère a vite appelé au téléphone parce qu'elle avait trouvé que les salaires qui étaient écrits étaient complètement fous, donc il s'était trompé d'un zéro. En fait, on lui a dit non. Du coup, elle s'est dit que c'était peut-être pas si mal comme métier, et elle m'a emmené voir le directeur de la FEMIS. Alors, je vous rappelle, la FEMIS, à l'époque, c'était comme maintenant, c'est Bac+5. Et moi... et un concours extrêmement difficile. Un concours infernal. Et moi, j'y vais, je suis en culotte courte, j'ai, je sais plus, 7, 8 ans, 9 ans peut-être, et je me souviens que j'avais un problème parce que j'avais une chaussette blanche, mais l'élastique était pourri, donc elle tombait tout le temps. Et ma mère obtient ce rendez-vous avec le patron, le directeur de l'IDEC, qui s'appelait Rémi Tessonneau, et elle commence à lui dire, voilà, mon fils veut faire du cinéma, bon, quel âge a-t-il? Elle dit, lui. Alors là, je me souviens, stupeur, il veut faire du cinéma, le petit là, mais comment il sait? Si, monsieur, je veux faire du cinéma. Bon, il appelle sa secrétaire, une certaine mademoiselle Nicolas, qui dit, oh, mais c'est rigolo, alors je suis pas rigolo, le petit garçon, il veut faire du cinéma. Et ce type-là, il dit, bah, comme il est si jeune, commencez donc, il faudrait qu'il fasse un bac à la fois littéraire et technique, donc il me conseille de faire ce qu'on appelait A' à l'époque, c'est-à-dire latin, grec, maths, sciences, etc., ce que j'ai fait. Ensuite, il dit... Vous avez donc été major de promo là encore. Oui, bon. Et puis je fais ce qu'il a dit, c'est-à-dire, il explique, à ma mère, il dit, le cinéma, n'est-ce pas, c'est un mélange de technique et d'art. Alors, il faut connaître la littérature, connaître les arts, mais il faut connaître le matériel qui va vous permettre de faire ça. Donc, je conseille aux petits de préparer l'école Louis Lumière, qui s'appelait autrefois Vaugirard, et pour la faire brève, j'ai absolument appliqué son programme. Je suis allé à l'école de Réveil Vaugirard et je suis retourné voir ce directeur, le même, j'avais plus de socket à l'époque, et je lui ai rappelé que je le connaissais déjà. Et il me dit, c'est vous le petit garçon? Alors il appuie sur le même bouton, et il y a mademoiselle Nicolas qui arrive et qui dit, oh mais ça, je suis là, je me suis là, vous êtes toujours là. Et figurez-vous que j'ai quand même obtenu un truc extraordinaire, c'est qu'il y avait un accord entre l'école technique de Vaugirard et l'IDEC autrefois, la FEMIS, comme quoi, si vous aviez votre diplôme de Vaugirard, vous pouviez rentrer en deuxième année de l'IDEC. Et moi je lui ai dit, monsieur, je veux être réalisateur. Elle m'a dit, ça c'est pas possible, il faut repasser le concours. Ben, je lui ai dit, non, mon père est malade, c'était la vérité, il n'y a plus d'argent à la maison, donc si je ne peux pas rentrer en deuxième année, ben, je ne peux pas faire l'IDEC. Il a pris pitié de moi, il a dit, bon allez d'accord. J'ai besoin dans ce cas-là de voir un court-métrage de 30 minutes en 35 mm. J'ai besoin que vous ayez le major de promotion et j'ai besoin que vous ayez un certificat de licence et j'ai besoin que vous ayez votre BTS avec mention bien.
Quel n'a pas été mon triomphe quand au mois de septembre, j'ai posé une boîte de 600 mètres sur son bureau, mes diplômes, et je suis rentré en deuxième année, donc je suis sorti de l'IDEC. Le cahier des charges était pourtant difficile, oui, donc mais je suis sorti de l'IDEC à 19 ans et demi, et j'avais déjà eu un chèque de metteur en scène, parce que mes profs m'aimaient bien, et ils m'ont fait faire un court-métrage à la demande de l'ambassade du Japon, un petit truc de rien du tout, mais en tout cas, voilà, à 19 ans et demi, j'ai été metteur en scène officiellement. Et puis très vite aussi, j'ai eu un bizarre coup de chance. La fameuse mademoiselle Nicolas, c'est celle qui parlait comme ça. Elle m'appelle, j'étais en train d'écrire mon mémoire de fin d'année de l'IDEC, et elle me dit, voilà, il y a un élève qui est malade, qui était assistant sur une série de films publicitaires. Films publicitaires, je ne savais pas ce que c'était, il n'y avait pas la télévision à la maison, je n'allais que dans les cinémas d'arrêt d'essai, j'avais jamais vu de film publicitaire. Mais on me dit, bon, il faut remplacer un assistant. Je lui dis, non madame, je ne suis pas libre. Elle me dit, mais c'est 150 francs par jour. Alors, la somme, là, c'est la somme, ma somme. Et je dis, je suis d'accord, finalement je suis d'accord. Je vais me présenter sur le plateau, qui était le Bois de Vincennes. C'était un film tout à fait stupide. À l'époque, il y avait des films qu'on appelait préfabriqués. C'est-à-dire qu'un opticien de Brive pouvait acheter dans un catalogue un film pour les opticiens. Alors c'était par exemple deux myopes qui cherchaient leur adresse, ils se cognaient la tête, on disait où vous allez, je vais chez l'opticien, moi aussi, lequel, paf, coupe, ça pouvait être à Compiègne, ça pouvait être à Brive. Et là, ce jour-là, c'était pour les auto-écoles. Et le scénario, c'est la première fois que je voyais un storyboard, c'était une blonde dans une voiture décapotable qui roulait assez vite, on reculait, on s'avançait, la voiture était complètement défoncée, on reculait, elle était tractée par une dépanneuse. Et pour éviter ça, adressez-vous à l'auto-école de la rue du Marché à Brive. Et je vois, on m'a vaguement dit que les gens de publicité étaient complètement cons. J'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui... Mais c'est pas de moi qui le dis, c'est ce qu'on m'avait dit. Voilà. Vous en sortez donc. J'arrive, je constate qu'il y a une caméra, un chef opérateur, des techniciens, un metteur en scène, un travelling, une voiture décapotable qui n'est pas cassée. Enfin bon, je m'étonne. Une blonde qui était jolie et une dépanneuse. Et je vois le metteur en scène qui installe la voiture, la blonde, etc. Et je vais le voir, je lui dis, monsieur, je pense qu'il faudrait mieux casser la voiture en premier parce que sinon vous allez être obligé de refaire la mise en place. Il me regarde, il me dit, t'es qui toi? Je dis, excusez-moi monsieur, c'est vrai que c'est la première fois que je vais sur un plateau, mais j'ai appris ça à l'école qu'il fallait qu'on installe quand les accessoires étaient prêts. Et je le vois installer son truc et faire le mouvement. J'ose lui dire, mais monsieur, là, on ne peut pas panoramiquer sur un détail qui n'existe pas, puisque la voiture doit être cassée. Il dit, oui, d'accord, allez Jojo, tiens, enlève le phare. Alors, Jojo, l'électricien, il décroche le phare, il le fait pendre. Et alors, je ne savais pas qu'il ne fallait pas s'adresser au metteur en scène comme ça. Je lui dis, mais monsieur, excusez-moi, là, ça veut dire que la jolie dame blonde, son phare est tombé, elle a appelé une dépanneuse. Donc c'est pas un problème de conduite, elle n'a pas eu d'accident, c'est simplement son phare qui est tombé, elle ne s'est pas réparée. Il me dit, alors toi, tu vas aller garer, tu vas aller là, sur la route, et tu vas arrêter le trafic. Je dis, oui monsieur, j'arrête le trafic. Arrive un bonhomme qui klaxonne. Je baisse, un vieux bonhomme, il sort de la bagnole, il est haut comme ça, il me dit, Jean Mineur. C'était le mec au piolet, vous savez. Et le mec au piolet, je lui dis, mais on passe pas. Mais il me dit, si, je suis producteur d'abord. Et moi, je reste dans ma fonction. 2 jours plus tard, on voit les roches. Alors moi, je suis tout à fait à l'arrière. Et il y a toute l'équipe qui est là. Et il y a Jean Mineur. Il voit la blonde, le panoramique sur le phare qui tombe, et le recul, il hurle. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est une andouille, elle ne sait pas réparer son phare, elle appelle une dépanne, ça n'a rien à voir avec les auto-écoles. Moi, je pars. Je rentre à la maison, téléphone sonne. C'est une des rares fois où le téléphone sonnait. Je décroche. Oui, bonjour, c'est Jean Mineur. Ouais. Est-ce que le clip demain? Moi, je vois 150 francs. Je dis oui.
Est-ce que toute la semaine, je vois 150 francs multipliés par 6, je dis oui. Il me dit, puis c'est pas pour être assistant, vous allez prendre les films en mise en scène. Et voilà comment je suis. Vous aviez quel âge? J'avais 19 ans et demi. Vous vous rendez compte que ça, oui. Et donc, ça paraît je me insensé suis aujourd'hui. retrouvé avec une série à faire de 20 films. Et puis ça a démarré comme ça. J'ai fait 400 films publicitaires par la suite. Alors justement, Jean-Jacques, vous vous rendez compte, 400 films publicitaires. Avant qu'on évoque vos longs métrages et votre expérience lors de ceux-ci, j'aimerais juste vous poser cette question vraiment technique. Comment, qu'est-ce qui fait qu'un film publicitaire est à vos yeux réussi? Quels sont les éléments qui font que, dans un temps très très court, on réussit à faire passer son message et on se dit, ça marche? Écoutez, en fait, ça dépend de quelle perspective on est. Un film publicitaire réussi pour l'annonceur, c'est-à-dire celui qui a financé, c'est un film qui fait vendre son produit. Sauf que j'ai réalisé, que moi, ma perspective était différente. C'était de faire un film qui fasse rire, qui intéresse le spectateur. Et les films que je voulais faire sont ceux qui m'ont fait gagner énormément de prix de films publicitaires. Il y a eu toute une époque, tous mes films publicitaires ont eu au moins une récompense importante dans un des festivals du monde. Alors ça m'a beaucoup aidé, évidemment. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les films que je préférais avaient glorifié d'horriblement mauvais produits. À un point inimaginable. J'ai fait un film pour Union Royale pour des pneus pluie, où j'ai eu plein de prix, sauf qu'il y a eu 350 morts. Et que ça m'a foutu une dépression qui m'a duré pendant 2-3 ans, où j'ai continué à faire mes films, mes meilleurs films. Mais si vous voulez, j'ai eu d'un seul coup, j'ai enfin compris quel était le but. Si vous voulez, bizarrement, j'étais pris dans ce plaisir de faire des films. On me laissait très très libre à l'époque. Il y avait des budgets considérables. J'ai eu la chance de travailler avec les plus grands chefs opérateurs du monde. On faisait venir des gens de Los Angeles. À moi qui étais gamin, il y avait 23 ans, je travaillais avec les gens qui avaient travaillé avec David Lean. Donc si vous voulez, j'avais vu ça et ça m'a obscurci la vue de ce que c'était que le succès d'un film publicitaire. Merci pour votre question. Parce que, effectivement, je croulais sous les prix. Même chez moi, j'ai des caisses avec des statues de toutes sortes, de toute provenance. Et donc, après ce choc, j'ai décidé de ne faire plus que des films pour des bons produits. Là, mon dernier, c'était avec Charlize Theron à Versailles pour Dior. Bon, Dior, c'est cher, mais c'est bien fait. Et puis j'espère que ça ne fait pas trop de mal aux gens qui le portent. Mais voilà, si vous voulez, c'est un véritable souci. Alors oui, ça a beaucoup compté parce que du coup, je me suis dit, quand je ferai mon métier de cinéaste, si j'y arrive, je ne ferai que les films de mon cœur, que les films auxquels je crois, pour des raisons qui me sont personnelles. Et c'est ce que j'ai fait depuis. Jean-Jacques Hano, comment êtes-vous passé du format très court au long, avec votre premier long métrage, qui lui aussi vous a valu un joli petit trophée, si vous voyez ce que je veux dire? On peut le citer d'ailleurs, ça vous dit les trophées en question. Non, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que, alors que ma carrière démarrait dans le film publicitaire, j'avais signé, quand j'étais à l'école de cinéma, un petit contrat avec le ministère de la Coopération qui avait décidé de m'envoyer au Cameroun pour faire des films qu'on appelle d'éducation de base. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. La France avait envoyé un cargo de savon. Ils avaient fait une campagne publicitaire selon laquelle, avec une dame charmante qui prenait son bébé dans les bras, et il avait marqué le savon, c'est bon. Sauf que les gens faisaient la cuisine avec. Donc, il a fallu m'appeler pour faire un film pour dire que ce n'est pas fait pour se laver. Sauf que quand je suis arrivé, le conseiller culturel m'a dit non seulement ils ont bouffé le savon, mais maintenant ils ont bouffé le budget du film. Bien, enfin ça c'est une autre histoire. Figurez-vous que je détestais l'idée d'aller en Afrique. L'Afrique ne m'intéressait pas du tout. Sauf que quand la porte de l'avion s'est ouverte, je suis tombé en amour avec l'Afrique. Je le suis toujours. Je retourne tous les ans en Afrique au moins une fois. Ma fille est chez Médecins Sans Frontières pour cette raison, et ma fille aînée, archéologue, spécialisée dans l'Afrique centrale. C'est vous dire si la maison est favorable aux cultures africaines. Et donc, j'avais décidé de faire mon premier film en Afrique et sur l'Afrique, en remerciement de ce que l'Afrique m'avait offert.
j'ai mis 5 ou 6 ans à venir à bout, non peut-être pas tant, 4 ans je crois, à venir à bout du scénario, que j'ai fait ensuite en collaboration avec Georges Ponchon, qui était pris concours avec L'État sauvage, qui était un très joli livre qui parlait de ce rapport entre les Blancs et les Noirs. Et j'ai donc imaginé une situation basée sur des événements réels d'une petite communauté française perdue au fond de la savane, qui apprend avec un an de retard que la France est en guerre contre l'Allemagne. Et j'ai réussi à convaincre Costa Gavras, avec lequel je viens de déjeuner, et Jacques Perrin de m'aider dans cette aventure. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a financé 50% du film. J'ai tourné le film qui n'a eu aucun succès en France. De bonnes critiques, mais de toutes petites. François Truffaut m'avait dit, vous savez, les critiques, il ne faut pas les lire, il faut les regarder et prendre un double décimètre. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il faut regarder la surface. Parce qu'il vaut mieux avoir un grand article qui vous détruit qu'un tout petit article qui vous encense. Alors j'avais des petits articles qui m'encensaient, personne n'a vu le film, tout le monde dans le métier du cinéma, comme dans le métier de la publicité, on était enchanté de me voir me planter. Et j'ai continué mon chemin en faisant des films publicitaires et en n'étant pas du tout fâché que les gens n'aient pas été voir mon film. J'ai pensé qu'il n'était pas formidable et qu'il était légitime que les gens ne soient pas allés. Et puis, un jour, j'ai eu l'Oscar du meilleur film étranger. Et ce jour-là, tous les gens qui m'avaient dénigré m'ont appelé au téléphone. Et évidemment, j'ai bien senti que ça allait changer ma carrière. Le lendemain, dans le surlendemain, un agent est venu de Los Angeles, j'ai signé avec eux, je suis toujours dans cette agence, et depuis ce jour-là, tous mes films, sauf un coup de tête, ont été financés par les États-Unis d'une manière ou d'une autre. C'est toujours des États-Unis qu'est venue l'acceptation de mes films. Donc j'ai eu une carrière très particulière, pour une raison tout à fait surprenante à vrai dire. Ceci étant, ce premier film a fait un vrai grand succès commercial dans tous les pays qui n'avaient pas eu de passé colonial, donc aux États-Unis. En revanche, partout où il y avait une empreinte coloniale, comme en Belgique, en Allemagne, en Italie, le film s'est planté. Pour de bonnes raisons, parce que ce film était très critique sur la manière dont les Français, dont si vous voulez, les coloniaux se sont conduits. J'ai été témoin de ça, et ça m'avait beaucoup choqué. Et du coup, ce portrait-là des Français n'avait pas plu dans mon pays, ce que je comprends, avait en revanche enchanté les Américains. Le film aux États-Unis avait fait le même résultat, un peu supérieur à celui d'un homme et une femme. C'est vous dire que là-bas, j'ai connu un vrai succès. Si vous voulez, ça a fait que j'ai eu une vie un peu en porte-à-faux. J'ai toujours été beaucoup plus honoré à l'étranger qu'en France. Là, je reviens successivement de Chine et d'Italie. Je vois la différence. Mais ça va très bien, hein. Le public français est adorable, et puis c'est mon pays, donc tout va bien. Il n'y a pas l'ombre d'un remords. Jean-Jacques Hano, justement, vous avez cette place très particulière dans le cinéma français, puisque vous vous êtes retrouvé quasiment systématiquement avec des grosses productions internationales, américaines, mais aussi vous avez travaillé avec la Chine, avec d'autres pays. Justement, comment on travaille quand les gens viennent d'un petit peu partout comme ça, ou quand parfois le film est financé par des sociétés de pays très divers? Mais plus on divise, plus on règle. Donc si vous voulez, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir toujours, sans aucune interruption, même en film publicitaire, la liberté. Alors c'est très simple d'obtenir la liberté. Quand on me proposait un film publicitaire que je ne réécrivais pas moi-même, je ne le faisais pas. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai encore la chance, ou la malchance, c'est pas, je reçois à peu près un livre ou un scénario par jour. Alors j'ai le choix. Et alors vous direz, c'est tout à fait rare, tout à fait exceptionnel, parce que effectivement, j'ai tourné des films en Allemagne, j'ai beaucoup tourné en Angleterre, au Canada, évidemment j'ai des attaches très fortes avec les États-Unis, tout ça par hasard. Hein. Je vous racontais que je n'aimais pas le cinéma américain. Je continue à avoir une vue tout à fait critique sur le cinéma américain. Moi, ce qui m'a inspiré, c'est le cinéma italien, le cinéma russe, le cinéma japonais. Donc, pourtant, vous avez évoqué David Lean. Enfin, oui, mais oui, mais parce que j'ai travaillé avec les équipes de David Lean. Sur 7 ans au Tibet, mon directeur de production était son assistant. J'ai travaillé avec toute l'équipe de Fellini quand j'étais en Italie. Donc, si vous voulez, j'ai eu cette chance, tout à fait, comment vous dire, inattendue.
je n'ai pas voulu aller aux États-Unis. Les agents américains sont venus me chercher à Paris, qui m'ont emmené quasiment de force à Los Angeles. Alors du coup, moi, comme je n'avais pas envie d'être à Los Angeles, tous les mauvais scénarios qu'on me proposait, je disais non. Alors on disait, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je disais, je veux faire la guerre du feu. Oui, mais quel langage? Je vais l'inventer, etc. Bon, ils m'ont pris pour un cinglé. Sauf qu'il y a quand même, au bout de quelques années, j'ai réussi à les faire craquer, à faire des films pour 20th Century Fox. Alors justement, Jean-Jacques Hano, quand on a un projet aussi dingue que la guerre du feu, vous voyez, un projet quand même très atypique, comment on réussit à convaincre des financiers, voilà, parce que ça paraît pas évident. Vous l'avez tous vu, en tout cas, la guerre du feu, en tout cas, vous êtes nombreux. Oui, enfin bon, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un film avec des inconnus, cul nu, pieds nus, cul nus, avec des peaux de bêtes, qui ne parlent pas un langage connu. C'est un langage que j'ai inventé avec Anthony Burgess, qui était l'auteur de 2001 et de Orange Mécanique. Et donc, si vous voulez, c'est un sujet complètement improbable. Si je commence à vous raconter mon aventure, on va y passer, on va être là encore à 10h du soir. Ça va demander évidemment beaucoup d'énergie. J'ai survécu à 7 présidents différents. À chaque fois, il a fallu que je rebalance la sauce. Et pour vous la faire courte, après avoir donc survécu à 7 présidents, à chaque fois, il a fallu que je rappelle, que je les convainque. Et bizarrement, ils m'ont gardé. Mais 2 semaines avant la sortie, je dîne avec le chairman, avec le président de Fox, et sa femme. Je suis à côté de sa femme, et elle me dit, oh là là, mon mari, il ne savait pas, avec The Fire Movies, elle me dit, il y avait Chariots of Fire de John Huston, Hugh Hudson, pas John Huston. C'est parce que c'est bien connu, parce qu'il voulait faire un rôle dans Le Nom de la Rose. Comment il s'appelait, mon copain? Hugh Hudson. Oui, voilà. Et donc je suis à côté de cette dame qui dit, il voulait se débarrasser de votre film, surtout le vôtre. Alors, il y avait des affiches partout, des billboards et tout ça. Et j'apprends donc que mon film n'allait pas sortir. Et elle me dit, oui, comme il ne savait pas, il a demandé à Franck, et Franck a beaucoup aimé, et donc finalement votre film va sortir. Alors je suis sous le choc. Au bout d'une minute, je dis, qui? Mais Franck qui? Sinatra, elle me dit. Donc j'ai écrit une lettre à Sinatra, le remerciant, parce que je ne serais pas là devant vous si le film n'était pas sorti. Voilà, les hasards de la vie. Alors ça fait partie du monde des hasards, de mon métier aussi. Voilà, Les Guerres du Feu, qui est tiré d'un ouvrage de Rosny Aîné. Vous évoquiez il y a quelques instants que vous receviez beaucoup de livres, mais quand on regarde votre filmographie, très souvent, au départ, il y a un ouvrage, Le Nom de la Rose par exemple, L'Ours, Le Dernier Loup, qui est aussi tiré d'un grand best-seller chinois, ou bien encore La Vérité sur l'affaire Eckebert, et évidemment, L'Amant, bien entendu. On va y revenir tout à l'heure. Justement, qu'est-ce qui fait, Jean-Jacques Hano, pour vous, un livre a un potentiel cinématographique, et quel est le déclic pour vous dire celui-là, je vais l'adapter? C'est pas forcément, là en ce moment, on est en train de me proposer d'essayer de me baratiner pour 2 chefs-d'œuvre de la littérature, mais je ne le prendrai pas, parce que ce qui fait un bon livre n'est pas du tout ce qui fait un bon film. Hitchcock conseillait de ne prendre que de mauvais livres, et la plupart des grands films, on ne sait pas qu'ils sont tirés d'un livre. Ils sont tirés de livres très obscurs, généralement. La plupart des films de François Truffaut sont tirés de livres, mais pas de livres célèbres. Moi, je me suis aventuré dans des livres célèbres parce que j'ai adoré Le Nom de la Rose, pour une raison tout à fait personnelle. Quand j'étais gamin, j'adorais les lieux de culte, parce que je suis totalement athée, mes parents l'étaient aussi, mais j'aime les lieux de prière et j'ai le respect de la foi des autres. Voilà, ça m'impressionne la foi, parce que je ne l'ai pas. Et du coup, quand j'étais enfant, j'ai fait un grand catalogue que j'avais appelé l'inventaire général des églises peu connues de France. Enfin, un truc de dingue. Mais j'ai fait des photos toute mon enfance. Quand je parle d'enfance, à partir de 11 ans, un peu avant, des chapiteaux, des portails, des clochers, des églises romanes en particulier, une espèce de passion comme ça pour les monastères. Et puis ensuite j'ai été amené à apprendre le grec et à beaucoup aimer le grec, et à avoir un livre fétiche, c'était la poétique d'Aristote, le tome 1, que je continue à lire dans le texte.
Et lorsque j'ai lu qu'il y avait un livre policier écrit par un Italien savant qui se situait dans un monastère au Moyen-Âge autour d'un livre perdu d'Aristote, j'ai fait savoir à mon agent que je voulais absolument faire ce livre. Rencontrer l'auteur. Je posais la question à mon agent français, je lui ai dit, est-ce qu'elle doit son livre? J'avais compris ça dès la page 50. Il me rappelle à la page 150, il dit c'est pas la peine de lire, c'est à la RAI, la télévision italienne. Je le rappelle immédiatement, je lui dis demande s'ils accepteraient de me rencontrer. Je continue la lecture, ils me disent non, c'est signé, c'est déjà fait, c'est impossible, ils peuvent négocier les droits. Je rappelle à la page 500 et je dis je veux avoir un rendez-vous avec le patron de la RAI. J'étais un peu ambitieux, mais bon. J'ai ce rendez-vous, je saute dans un avion, j'arrive, j'ai rendez-vous avec le chairman le patron de la RAI, et je me souviens de son truc, je lui dis, monsieur, je viens vous voir parce que je voudrais savoir qui est il regista del nome della rosa. Il me dit, ah mais non, c'est pas, parce que c'est très compliqué, alors c'est un livre difficile, nous ne savons pas. Je dis, ah, écoutez-moi, je sais qui c'est moi. Alors ça m'a fait rigoler. Et du coup, j'ai rencontré Umberto Eco, et je lui ai dit, Umberto, voilà, vous avez écrit ce livre pour moi, vous ne le savez pas, mais c'est pour moi que vous l'avez écrit. J'ai fait ça avec le sourire, hein. Je ne suis pas de cette nature à me prendre au sérieux. Mais la rencontre avec Umberto était merveilleuse d'ailleurs. Il n'avait pas le temps de me rencontrer, il me dit, est-ce que vous pourriez me chercher à 6h du matin à la gare Montparnasse? Je lui dis oui, je vais à l'aéroport. Je dis parfait. En fait, il est dans un petit hôtel, j'arrive à 6h du matin, j'entends dans l'escalier, je vois une ombre, celle de Sherlock Holmes. Il s'était déguisé en Sherlock Holmes avec la pipe et le chapeau pour me rencontrer. Bon, enfin voilà, si vous voulez, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est les anecdotes qu'on raconte pas en général, comment ça se passe, comment on arrive à faire un film qu'on a envie de faire. Et même chose pour alors Marguerite Duras. Justement, Marguerite Duras. Tout à fait le contraire. Avant de faire et rappelons qu'elle a aussi signé quelques longs métrages. Bien sûr, elle a fait du cinéma. Et pas du tout le même que le mien. Mais bon, ce qui se passe avant que je tourne L'Ours, je suis avec mes bagages, prêt à partir en Autriche pour tourner le film. Et Claude Berry, qui appelait tout le monde chéri, je vous rassure, dit « Mais alors dis donc chéri, qu'est-ce que tu voudrais faire après ?» Je lui dis « Écoute, Claude, j'en sais rien, moi déjà j'ai ce film à faire. » « Non, mais dis-moi, alors comme j'avais 2 fillettes à la maison et que le dimanche j'essayais à la table du déjeuner de leur expliquer un petit peu la vie qu'elles allaient vivre, la sexualité, que le papa et la maman aussi c'était des amours. Mes enfants, mes 2 filles, elles hurlaient « Ah, papa, arrête tes cochonneries !» Bon. Donc, je leur ai dit, attends, les filles, je vais vous faire un film sur ça. Et donc, quand Claude Berry me pose la question, je lui dis, bah, écoute, j'aimerais faire, pour mes filles, un film qui parle de l'éveil de la sexualité chez les jeunes filles. Bon, il fait semblant de ne pas écouter, comme d'habitude. Et puis un jour, il débarque sur mon tournage, en plein milieu d'une scène compliquée où il y avait l'ourson qui se faisait poursuivre par un puma et le niveau de la rivière montait, descendait, changeait de couleur. Enfin bon, un merdier pas possible. Et Claude me dit, chérie, j'ai une bonne nouvelle. Ah, je dis, oui, c'est quoi? Je t'ai acheté l'amant. Je dis, quoi? L'amant de la mère Duras? Mais tu plaisantes, je ne veux pas me colter cette folle furieuse. Alors, il me dit, non, je vous dis ça parce que on est entre nous là. J'espère qu'il y a... La réputation, en tout cas, était assez compliquée. Non, mais si vous voulez, il y a la bienséance et puis il y a la réalité. Alors, la réalité, elle est quoi? C'est que je dis, Claude, non, pas question. Bon, il repart avec son amant sous le bras. Et puis, il le propose à quelqu'un que je sais très bien, qui est Cimino, avec qui je partageais le bureau à l'époque de la guerre du feu, à Los Angeles. Et puis, moi, je tourne le film, je fais le montage, je fais la post-production et tout ça. Et puis, un jour, je passe rue Lincoln à Paris et je vois mon copain Cimino qui est là. Il me dit, ah, dis donc, est-ce que tu t'en sors, toi, de la condition humaine? Alors, effectivement, on avait proposé la condition humaine. Je venais du projet, là, encore. Oui, mais j'avais relu le texte et j'avais trouvé que c'était complètement démodé.
Et je lui dis, ben non. Il me dit, est-ce que tu échangerais avec moi? Parce que moi, je ne m'en sors pas de l'amant. Donc, je lui dis, mais t'en as parlé à Claude? Il me dit, je lui dis, je n'y arrive pas. Bon. Donc je vois Claude, je lui dis, écoute, qu'est-ce qu'il me raconte là? Parce que moi, j'adorais le bouquin de Duras. Hein. J'aimais beaucoup l'œuvre de Marguerite, et en particulier L'Amant, qui était un bon scénario déjà. Et Claude me dit, écoute, chérie, tu vas pas être embêté par Marguerite, elle va pas bien, elle vient de rentrer à l'hôpital, et d'ailleurs, pour te prouver que c'est vrai, je lui ai offert, après quand elle sortirait, carte blanche dans un des plus chers restaurants de Paris. Bon, ça me convainc assez, et, pardon de la cruauté de ce que je vous raconte, et je me mets à travailler, avec Gérard Brache, mon scénariste habituel. Et effectivement, j'adore le projet, c'est une manière pour moi de reparler du monde colonial, que je connaissais bien, et d'approcher l'Asie vis-à-vis du quel continent, je sentais que j'allais avoir des atomes crochus. Donc je fais ça avec passion, je vais faire des repérages au Vietnam, je rentre, et là, le téléphone sonne. Alors, je prends mon téléphone, qui est à l'appareil? C'est Marguerite. Marguerite qui? Duras. Ah, Marguerite, comment allez-vous? On se voit. Ah oui, très volontiers, Marguerite. Demain. Oui, Marguerite, oui, bien sûr. J'appelle Claude Berry, qui appelle l'attaché de presse. D'un seul coup, il y a la télévision. Mon premier rendez-vous avec Marguerite, c'est face à la télévision. Claude Berry m'avait donné quelques pages avant que j'accepte. C'était une vingtaine de pages qui reprenaient l'Amant, mais un petit peu différemment. C'était un peu le début de l'histoire. Et Claude me dit, écoute, lis ça, c'est de la merde, mais Marguerite, elle sera peut-être... il faut que tu lises ça, tu as peut-être 2-3 trucs à prendre. J'arrive donc à Naufle-le-Château, devant les caméras, j'embrasse Marguerite, et elle me dit, alors, le scénario. Alors je lui dis, mais le scénario, ça avance très bien, Marguerite, je travaille avec Marguerite, avec Gérard Brache. Elle me dit, non, le mien. Ah, ben je lui dis, écoutez, Marguerite, oui, j'ai lu les pages, ainsi. Claude Berry m'a dit que c'était génial. Alors là, j'ai compris ma douleur. C'est ce qu'elle veut dire. Ça en Duras, la douleur. Voilà. Mais si vous voulez, même pendant cette période qui était très difficile, et en même temps souvent très heureuse, je vous explique. Marguerite, elle avait, je ne sais pas, 80 ans, mais elle en paraissait 100 ans de plus. Non, mais attendez, moi, je ne sais pas, je ne sais plus quel âge j'avais, mais 45 ans. Vous savez, les gens l'appelaient le crapaud du Mékong. Je cite, attendez, je n'invente rien, mais en même temps, comment vous dire, j'étais assez charmé par cette très 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 vieille dame dans son fauteuil complètement éventré, à côté de sa lampe sur laquelle elle avait mis comme abat-jour la robe qu'elle portait ce jour-là sur le bac. Et dans cet appartement délabré de la rue Saint-Germain-des-Prés, de la rue Saint-Benoît, la première fois, je n'osais pas, j'avais bien vu qu'il n'y avait rien au mur. Sauf que, alors, vous voyez, elle était là, comme ça, juste face à moi, il y avait la lampe ici avec la robe. Et puis, j'aurais bien que la seule décoration était un sous-verre, un grand sous-verre. Mais je n'osais pas tout à fait regarder. Et puis, à un moment, pendant qu'elle regardait quelque chose d'autre, j'ai regardé ce que c'était. C'était un graphique. En fait, c'était la double page du Monde montrant l'évolution des ventes de l'Amant. Alors, quand on se trouve, vous savez, c'est chez quelqu'un qui a la réputation d'être le symbole de l'intelligence française, et qu'on se retrouve avec quelqu'un qui parle commerce avec la courbe des ventes, moi j'ai jamais vu ça, même chez un directeur de supermarché, je commence à comprendre son problème, son dilemme. En travaillant, elle me proposait sans arrêt que je rachète son appartement de la rue Campagne Première. Mais je lui disais, j'ai déjà un appartement, merci beaucoup Marguerite. Mais si vous voulez, il y avait un rapport au fric qui était absolument terrifiant avec Marguerite. Mais en même temps, si vous voulez, il y avait quelque chose de charmant dans le fait qu'elle veuille m'assassiner. Parce que elle me disait une chose formidable, elle me disait,
toi, tu vas faire les images, c'est mon film et tu vas faire les images. Alors évidemment, vous imaginez que j'ai senti tout de suite que mon problème avec elle, c'était de garder ma liberté. Et alors, en fait, je travaillais 3 jours par semaine avec elle. Un jour sur 2, on riait tellement que j'avais les muscles qui étaient fatigués le soir en rentrant. Mais je savais que la fois d'après, elle allait vouloir me détruire. Parce que elle a écrit un livre, je crois. Alors, Je t'aime, je te hais, hein, le fameux. Je t'aime, je te détruis, grosso modo. C'était le truc. Mais heureusement, bon, j'ai résisté. Alors, elle voulait lire le scénario que j'avais écrit avec Brache, pas dans l'ordre. Parce qu'elle disait, je disais, Marguerite, il faut lire dans l'ordre. Commence à la page 1 et puis continue. Non, c'est pas comme ça, le scénario, ça c'est dans n'importe quel ordre. Non, c'est comme la musique. La musique ne peut pas commencer au milieu d'une partition, aller au début. Donc, c'est pas écrit comme ça. Donc, un jour, elle arrive à la dernière page. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je dis, alors là, ça tombe bien, parce que je n'ai rien changé, c'est la dernière page. C'est donc la dernière page du scénario. Elle me dit, oui, mais tout le monde me dit que c'est de la merde, ça, c'est un roman de gare. Alors je me souviens, je lui réponds, Marguerite, c'est ce qui m'a intéressé, tu as écrit un roman de gare, mais écrit par toi. Donc c'est ça qui fait la différence. Elle dit, non, moi je veux pas de cette fin, tous mes amis disent que c'est moche, que j'ai... D'abord j'ai écrit ça quand j'étais saoul. Alors je lui dis, écoute Marguerite, tu as écrit tout le roman quand tu étais saoul, parce que c'était quand même ça notre rapport, vous voyez. Mais qui était précédé chaque jour, quand j'arrivais, il fallait que je passe par la chambre. Parce que dans la chambre, il y avait les photos d'elle, que je connaissais par cœur. Les photos, vous avez sans doute tout le temps vues partout dès qu'on parle de Marguerite Duras. Il y avait 6 ou 7 photos. Et je me souviens, j'étais touché parce que son ami, qui avait d'autres goûts sexuels que les siens, elle lui disait tout le temps des choses mais complètement insultantes à son égard. Mais donc elle me faisait passer par la chambre. Et il lui disait, mais il les a vus hier, et il les a vus avant-hier. Et elle répétait, oui, mais moi ça me fait plaisir de me souvenir que j'étais belle. Bon, donc ça, si vous voulez, ça me touchait beaucoup. Puis après tout, oui, c'était une dame fragile. Et donc, une de mes grandes joies d'ailleurs, c'est que bon, le film lui a rapporté beaucoup de sous après, et j'en suis extrêmement content. Mais donc ce jour-là, on s'était tellement fâchés sur la fin, je lui ai dit, Marguerite, il n'y a pas cette fin, je ne fais pas le film. Alors on appelle Claude Berry, qui galope jusqu'à la maison de Marguerite, et grosso modo, Marguerite, elle dit, eh ben, si tu veux faire le film, il faut me racheter mon droit moral. Je vous rappelle que c'est un droit unique en France qui est inaliénable. Claude achète le droit moral. Je fais le film, en toute liberté, Marguerite est éjectée, et figurez-vous qu'à Saïgon, en 92, je crois, arrive un coursier international. Alors là, à l'époque, il y avait 2 Français dans tout Saïgon, c'était le consul de France et son médecin. Arrive un coursier, il y a un pli qui vient de chez Gallimard, avec un envoi de Marguerite, lis ça pour ta pomme, un truc comme ça. J'attends d'être à l'hôtel pour ouvrir le livre, je regarde, j'ouvre à la dernière page, il y a la même scène. Pourquoi ? Parce que son premier éditeur, quand elle a donné, elle a réécrit un livre qui s'appelait L'amant de la Chine du Nord, en disant ça c'est la vraie histoire. Sauf que son éditeur original a dit mais j'ai déjà publié le livre, ça s'appelle L'amant, pourquoi tu veux faire ce bouquin? En fait, elle voulait se réapproprier le texte. Et quand j'ai vu cette dernière page, qui était exactement la même, j'ai appris que Gallimard, monsieur Gallimard lui-même, ayant lu le texte, a dit mais attendez, moi je ne publie pas s'il n'y a pas la dernière page. Donc elle a rajouté la dernière page. Et après, il y a eu un joli moment. J'étais en route, le film était terminé, commençait à être vu, ça sentait bon, les critiques commençaient à être très bonnes. Et Marguerite appelle ma femme. Enfin, en tout cas, ma femme décroche et l'entend. Alors, est-ce que Jean-Jacques est là? Non. Où il est? Il est dans une voiture, il va à l'émission de Canada, La Marche du siècle. Je reçois le téléphone dans la voiture, et ma femme me dit, c'est quand même bizarre, Marguerite me dit, Jean-Jacques, il est formidable. Alors, je lui dis, ah bon, vous avez vu le film, Marguerite? Non, mais il en parle très bien, le film est formidable. Voilà.
Donc si vous voulez, après, on s'est beaucoup revu avec Marguerite, et ce qui est important, je pense, quand on porte un film à l'écran, c'est que les partenaires, que l'équipe, les acteurs, et en particulier l'auteur du roman initial soient heureux. Ça a été le cas. En tout cas, voilà, vous avez toute cette histoire est absolument représentative du ton du livre. C'est aussi le plaisir de lire votre livre parce que vous le racontez aussi comme ça. Il est très bien retranscrit. Bon, très souvent, on parle de la justification, enfin pas de la justification, mais des coups de cœur des cinéastes pour tel ou tel acteur. Enfin voilà, il y a quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est le choix des techniciens. Pourquoi on opte pour tel compositeur? Pourquoi on prend tel chef opérateur, tel monteur, etc., etc. Vous, est-ce que dans votre carrière, vous avez préféré constituer une équipe au film par film ou être plutôt, je dirais, fidèle à vos techniciens? Je marie les deux. Parce que j'adore des équipes composites. Je me suis aperçu que ce qui était formidable, c'est, par exemple, d'aller tourner en Chine avec 600 techniciens chinois et 8 chefs de service français. Parce que on apprend les uns des autres. Et que, j'ai bien connu Chabrol à un moment, il tournait tout le temps avec les mêmes acteurs, tout le temps avec les mêmes équipes. Il y avait une espèce d'endormissement sur ces plateaux. Ce qui est important, je crois, c'est d'avoir des gens nouveaux à qui vous allez apprendre des choses et qui, eux-mêmes, vont apporter quelque chose qui n'appartient pas forcément à votre passé cinématographique. Donc je fais ça systématiquement, quand je suis beaucoup à l'étranger, j'ai la chance d'avoir des équipes généralement majoritairement étrangères, avec toujours un noyau de Français. J'ai eu longtemps la meilleure monteuse française que nous partagions avec Jean-Paul Rapneau, Noël Poisson. J'ai eu peu de chefs opérateurs. Le premier était un ivrogne, mais malheureusement, et il est mort d'une cirrhose du foie. Il était extrêmement talentueux, mais bon, il avait ce problème d'alcool. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Tonino De Licoli, qui était le chef opérateur de Sergio Leone et de Fellini. Mais il n'aimait pas prendre l'avion, donc c'est un petit problème sur mes films. Et il n'aimait pas les pays exotiques. Donc je lui ai proposé un certain nombre de films et il ne voulait pas, c'était trop loin. J'ai donc pris un chef opérateur très talentueux qui s'appelle Robert Fraisse, que j'ai été obligé de quitter parce qu'il n'a pas voulu faire du digital. Il me disait avec sa voix sautante, il disait non, moi c'est du cinéma, c'est pas de la vidéo. Bon, bah, il n'a pas fait de la vidéo, il a arrêté de travailler. Donc j'ai pris du coup un de ses assistants, Jean-Marie Drojoux, avec lequel je m'entends admirablement et que je garde fidèlement, comme je suis fidèle, extrêmement fidèle à mes chefs monteurs et le plus fidèle possible avec mes compositeurs. J'ai eu la chance de travailler avec des très grands, avec Bachelet d'abord, ensuite avec Philippe Sard, ensuite avec James Horner, dont j'ai été un des amis les plus proches jusqu'à sa mort récente. Il s'est crashé en avion, il pilotait lui-même. Et John Williams. Donc si vous voulez, j'ai eu la chance de travailler avec des très très grands compositeurs qui travaillent dans le cinéma international, le cinéma américain en particulier, en général. Et pourquoi la fidélité aux compositeurs? Parce que c'est le seul moment où, en tant que metteur en scène, je perds le pouvoir. Quand je fais les scénarios, j'écris avec le scénariste, donc chaque mot, je le supervise, chaque phrase. Avec le compositeur, je suis obligé de parler intention générale, et après, je peux évidemment m'intéresser aussi à la composition de l'orchestre. Ça va. Mais entre ça, je dois laisser au compositeur l'expression de son talent. Si je suis trop directif, je vais priver mon compositeur d'un véritable élan. J'ai oublié d'ailleurs dans la liste Gabriel Yared, qui reste un fabuleux ami, avec lequel j'ai fait l'amant, justement, enfin j'ai tourné l'amant dont il a fait la musique. Donc voilà, ce mélange-là est extrêmement vivifiant pour moi. Alors même pour les techniciens de post-production, j'aime aussi retrouver parfois des gens avec qui j'ai travaillé 3 films auparavant. Mais là récemment, quand j'ai fait la série Harry Kéber au Québec, j'ai fait la post-production avec des Québécois, sauf mon chef monteur qui était français, qui avait fait le film avec moi en Chine. Donc vous voyez, c'est la même chose avec les acteurs. D'une manière
quasiment universel sur mes films, j'ai toujours eu des rapports formidables avec mes acteurs. Mais je ne les reprends pas à chaque fois, parce qu'il y a un phénomène de lassitude. Il y a quelque chose de formidable dans la découverte d'un acteur. Ceci étant, que ce soit avec Brad Pitt, avec Jude Law, avec Sean Connery, on a toujours dit qu'on allait refaire des films ensemble, ou avec Ed Harris, avec Patrick Dempsey récemment. Oui, j'ai envie de retravailler avec eux, mais pas d'une manière routinière. Voilà, j'ai envie de les redécouvrir un peu plus tard. Et ce sera la même chose pour eux, je pense, pour cette question d'énergie et de chimie. C'est un peu comme l'amour. Alors Jean-Jacques Hano, tout à l'heure, vous avez cité le nom d'un maître, s'il n'en est, du 7e art, qui est Alfred Hitchcock, et il avait déclaré dans ses aphorismes dont il avait le secret, il ne faut jamais tourner ni avec des enfants, ni avec des animaux. Alors il se trouve que vous, les bêtes, vous avez tourné beaucoup avec elles. Alors techniquement, comment dirige-t-on des animaux? Comment fait-on un film avec des animaux, non pas en image de synthèse, mais bel et bien réels? Mais vous savez, quand j'ai fait des films publicitaires, d'abord on m'a fait faire des films, moi j'étais tellement jeune, on disait le petit là il est bon en technique, alors on m'a fait faire des films d'effets spéciaux. Mais au bout de 15 films d'effets spéciaux, j'en ai eu marre et j'ai dit moi je vais faire autre chose. Alors on m'a dit ben, tu vas faire les animaux, donc j'ai fait des croquettes pour chats, des croquettes pour chiens, de la petite nourriture, des Daphné pour les poissons rouges, tout ça. Sauf que au bout de quelques films, enfin, une trentaine de films avec les animaux, j'en ai eu marre, alors on m'a donné les bébés. Donc les petits bébés faisaient caca dessus, j'ai fait tout un tas de crèmes, à la fois pour les fesses, mais aussi des petits potages, tout ça. Et puis un jour je dis, attendez, moi je vais arrêter de faire des films publicitaires, hein, ça suffit. Donc on m'a donné des noms professionnels. Qui étaient, on n'a pas du tout accès aux grands acteurs célèbres, qui ne voulaient pas du tout à l'époque faire des films publicitaires. Et puis après, j'ai dit, j'en ai marre de tout ça, et j'ai fait tout un tas de choses différentes dans le film publicitaire. Mais, en vous disant ça, je dis quoi? J'ai appris avec les animaux qu'il fallait faire comme avec les bébés, c'est-à-dire que les bébés, il faut les mettre en situation où ils vont faire la chose naturellement. Et c'est assez simple à comprendre finalement. Si vous mettez un gâteau au chocolat ou une glace au chocolat sur une table et vous dites au petit enfant il faut surtout pas y aller, on va te laisser là une demi-heure, on cache les caméras, on s'en va et on lui a dit surtout tu touches pas au gâteau, vous êtes sûr qu'il touche au gâteau, qu'il va faire tomber la table et que la scène va être formidable. Donc c'est comme ça qu'on dirige les animaux, en s'identifiant finalement à l'animal et en organisant la scène afin que l'animal fasse spontanément ce qu'il aurait fait si c'était dans la continuité de l'histoire. Voilà le principe de base. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, parce qu'il faut organiser tout un tas de choses, il faut être très patient, comme avec les enfants. Mais si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est que en faisant ces films avec des animaux, j'ai beaucoup appris à mieux diriger les acteurs humains, parce que plus vous mettez l'acteur humain dans une situation qu'il va comprendre et qu'il va immédiatement ressentir, eh ben vous avez fait la moitié du travail. Quand sur Le Nom de la Rose, je ne veux pas travailler avec John Huston, parce que John, à l'époque, il avait déjà des trucs dans le nez, de l'oxygène, et que, bien évidemment, il avait demandé que le décor soit chauffé, ce qui était la moindre des choses pour lui. Mais moi, j'ai dit non, parce que je voulais que les moines soient, comme à l'époque, frigorifiés quand ils travaillaient. Donc recouvert de vêtements, et puis avec ce body language d'avoir froid. On n'est pas de la même manière dans un scriptorium, là où on fait les enluminures, quand il fait 2 degrés, ou s'il en fait 35. Et si je dis à mes acteurs, fais semblant d'avoir froid, ils vont plus jouer la comédie, ils vont faire semblant d'avoir froid. Donc si vous voulez, la solution, malheureusement, c'est de revenir au monde animal, c'est-à-dire de mettre l'acteur en situation. Et ça vaut évidemment pour les scènes de sensualité, ça vaut quasiment pour tout. Donc je me simplifie beaucoup la vie en travaillant énormément sur les décors, sur les costumes, sur la taille des chaussures, sur les postiches, sur le maquillage, afin que l'acteur, quand il arrive sur le plateau, il sait déjà ce qu'il a à faire. Et ma direction d'acteur, elle est extrêmement simple. Vous voyez, j'avais récemment mon acteur de l'Amant qui est venu dîner avec moi à Pékin, et il me dit, est-ce que tu te souviens que tu ne m'as donné qu'une seule indication? Alors, moi je compte sur mes épaules, je lui dis, tu déconnes, attends, tous les jours je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Il dit, non, non.
La fois où tu m'as rencontré en casting, tu m'as dit que mon rôle, ce serait la dignité de l'Asie. Eh ben, ça m'a suffi. Voilà, je lui ai dit, tu seras la dignité de l'Asie. Et c'est vrai que c'était ça que je voulais. Et finalement, ça suffit. Et si vous le mettez après dans une situation où il est à côté d'une très jolie jeune femme, il sait qu'il n'a pas le droit, mais il va le faire. Parce que c'est un bon acteur. C'est pas la peine de lui dire à chaque moment, tu regardes 2 secondes et demie par là, puis après vers la fenêtre, et puis après tu poses ta main un peu plus près de la sienne. Non, ça oui, je lui dis, tu poses ta main un peu plus près de la sienne, ça suffit. Et comme il sait qu'il est la dignité de l'Asie, il le fait bien. Donc si vous voulez, c'est une mise en scène qui, de ma part, qui requiert effectivement des lumières très particulières. Je ne vais pas éclairer une scène d'amour avec des projecteurs en pleine face, parce que je sais que ça fait fermer les pupilles et que tous les muscles circulaires se referment en même temps. Donc c'est pas la peine de faire ça. C'est une bêtise. Alors Jean-Jacques Hano, quand on lit votre livre, on apprend qu'il peut être aussi dangereux de tourner avec certains acteurs, de travailler avec Marie-Laure Duras, mais aussi avec certains animaux, ça peut être très périlleux quand même. Si vous voulez, quiconque a un grand chien à la maison, ou même un chat, vous savez très bien qu'un chat en colère peut vous griffer, vous crever l'œil. Quand on travaille avec un chat qui mesure 2,50 m de long, c'est la même chose. Moi j'avais des rapports, quand j'ai fait ce film de frères, très très amicaux avec les 2 frères, qui me soufflaient dans le nez chaque matin, qui me croyaient comme ça, oui, bon, très bien. Sauf que il n'est rien arrivé avec eux, mais c'est incroyablement dangereux. Un de ces tigres, la maman d'un de ces tigres, avait étouffé un légionnaire qui s'était approché trop près des barreaux de sa cage dans un cirque. Il avait sorti la patte, il avait pris le légionnaire comme ça, qui faisait malin devant ses copains, et avec les 2 pattes, il l'a fait passer à travers les barreaux et il l'a bouffé. Mais c'était une tigresse extrêmement gentille, sauf que ce jour-là, elle s'était fâchée. Il faut toujours, si vous voulez, respecter le caractère de l'autre. Vous savez, il y a des gens qui sont inflammables. Je racontais que Patrick Devers, il était inflammable aussi. C'est le garçon le plus charmant du monde, avec un cœur palpitant merveilleux, beaucoup de tendresse, mais à chaque fois que je lui indiquais que la scène n'était peut-être pas aussi bonne que celle qu'il aurait pu faire, il se jetait sur moi, il me déracinait avec ses gros biscottos, il me soulevait de terre avec un regard de tueur, et puis il me reposait par terre, mais j'avais peur qu'il me défonce la gueule. Et puis il repartait, il me disait « Attends, regarde la première, regarde la prochaine, tu vas voir, elle va être très bien. » Il redevenait un enfant. Mais bon, si vous voulez, vous avez ça. Et pourquoi Patrick Devers était un grand, immense acteur, c'est que c'était, et je le dis en pensant avec lui, une énorme tendresse, c'est une bête. Mais si je dis à un acteur que tu es une bête, il ne va pas le prendre mal, au contraire. C'est ça qui fait la qualité de l'acteur. Si vous êtes trop polissé, ben, vous êtes figurant. Pour être acteur, il faut incarner la violence du mouvement des sentiments. Et donc, franchement, moi je ne fais pas de différence entre diriger des loups comme je l'ai fait. J'ai eu un rapport formidable avec le chef de bande qui tous les matins réclamait 10 minutes d'embrassade avec ce loup. Ben, je n'en demandais pas tant, hein. J'étais obligé de me changer de vêtements parce qu'il me sautait dessus alors qu'il était inapprochable. Son dresseur ne peut pas l'approcher. Moi, j'étais obligé de me changer de vêtements, de rentrer dans son enclos, et là, il se jetait sur moi, il était de ma taille, il venait, vous voyez, quand je suis debout, sa bouche était là, il me mordillait l'oreille, il me mordillait la joue, dans un état d'excitation extraordinaire, et il a réappris le French kiss. À la fin du tournage, il poussait sa langue entre mes dents, et je ne pouvais pas résister tellement il était violent. J'avais mon assistante qui était avec des désinfectants, des bouteilles d'eau et des serviettes avec des désinfectants. Chaque matin, quand je ne voulais pas avoir cette cérémonie matinale, je me cachais dans le local caméra, dans les camionnettes caméra. Il savait que j'étais sur place, il me reniflait, il me sentait, il voyait que l'équipe était prête à me recevoir, il ne voulait pas travailler. Donc un rapport complètement fou. J'ai des plans au ralenti de cet animal qui foutait sa langue dans ma bouche, franchement, c'est assez particulier. Mais, on veut bien imaginer. Mais non, mais attendez, ce que je veux vous dire, c'est que
il y a un moment, le cinéma, ça devient très sensoriel. Et donc, ce que je vous raconte avec Patrick Devers, on avait un rapport de frangin tous les deux. Mais c'était au-delà, il était tombé amoureux quasiment le même jour que moi de la femme avec laquelle je vis toujours maintenant, et lui, malheureusement, de la femme de l'homme qu'il préférait dans le monde, c'était son frère. Bon, ça lui a compliqué un peu la vie, beaucoup. Mais il y a au-delà de l'aspect technique, il y a quelque chose de sensoriel sur les plateaux. Entre les techniciens et les acteurs, entre les acteurs eux-mêmes, on ne peut pas l'empêcher, c'est l'histoire. Qu'est-ce que quand dans l'histoire, vous avez quelqu'un qui veut en tuer un autre, il y a un rapport émotionnel. Évidemment, dans les scènes d'affection, d'amour, et c'est souvent au cœur des films, il y a un rapport compliqué qu'il faut gérer, de façon à ce que ça ne dégénère pas, justement. Il y a tout ça, si vous voulez, qui participe de mon métier, qui au début me semblait évidemment extrêmement compliqué, que maintenant je gère plutôt facilement. Mais c'est pour ça que la question, elle est très intéressante, dans la mesure où j'ai envie de répondre, c'est la même chose. Et que j'ai toujours considéré qu'il était plus dangereux de tourner avec une star américaine qui peut vous tuer d'un coup de téléphone en appelant son agent en disant ce metteur en scène est nul, c'est arrivé à plein de gens. Finalement, bon, l'ours a voulu me tuer, oui, bon, d'accord, j'ai une cicatrice mal placée, il avait raison, il a eu peur, c'est de ma faute, j'ai fait une connerie. Après, c'était très émouvant parce que il s'est fait gronder par son entraîneur, par son dresseur, et quand je suis retourné sur le plateau, alors qu'on avait un rapport formidable, on se regardait, à chaque fois il regardait ce que je voulais, etc. Depuis ce jour-là, il ne m'a plus jamais regardé. Et j'en étais triste, vous savez, c'est comme un chien qui va au coin tout seul. Vous connaissez sûrement ça, un chien qui d'un seul coup est malheureux parce qu'il a fait une bêtise. Et bien c'était ça. Et du coup, même quand j'étais sous lui et qu'il voulait me tuer, je me suis dit, c'est pas lui qui a tort. Donc voilà, j'accepte les risques du métier. Alors pour rester dans les bêtes féroces, Jean-Jacques Hano, j'aimerais bien qu'on évoque votre rapport à des créatures un peu particulières qui sont les critiques. Si parfois, dans l'ensemble, enfin j'allais dire ça s'est plutôt bien passé pour vous, il y a quand même un pan de la critique qui n'a pas toujours été tendre avec vous, et en particulier jusqu'à l'apothéose de Sa Majesté Minor, qui pour le coup oui. était... Oui, non, alors écoutez, là, évidemment j'ai beaucoup évolué. Au début, j'étais très blessé quand il y avait des mauvaises critiques. Et puis, comment vous dire, hier, avant-hier, j'ai dîné avec monsieur Formidable qui était à Libération, et figurez-vous que Libération m'a toujours fait des critiques épouvantables. Ah oui, ils ont été récidivistes avec vous. Ah oui, quoi que je fasse, même avant de voir les films, c'était déjà un film qui était épouvantable. Et au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que les ventes de Libération baissaient, et que moi, mon public avait tendance à s'élargir. Et alors, c'est vrai qu'après ces moments de douleur, je me suis dit, mais finalement, dois-je écouter le verdict de gens qui rêvent de faire mon métier, qui ne sont pas arrivés à faire un court-métrage de leur vie? Quelle est leur légitimité? Or hier, ce monsieur, je vais le nommer, c'est Serge Chalandon, qui a été donc longtemps au service politique de Libération, me révèle enfin que chez Libération, il y avait deux clans. Il y avait le clan de la culture, dont la culture était de systématiquement déglinguer tous ceux qui étaient hétérosexuels, ce qui est mon cas. Toute sexualité me convient, je n'ai pas d'a priori, sexualité, religion, tout me va. Mais là, j'ai été victime de ça, au point que d'ailleurs, je me souviens que Claude Berry, qui était associé à Jérôme Sédou, avait convoqué Serge July, le patron de Libération, et il lui avait demandé devant moi, mais pourquoi vous, Serge, vous aimez les films de Jean-Jacques, que tout le monde à Libération aime les films de Jean-Jacques, et qu'il y a sans arrêt des mauvaises critiques. Il avait dit, mais je ne peux rien contre mon service culturel, etc. Car le service culturel méprisait les autres journalistes et méprisait tous ceux qui n'étaient pas de leur clan. Alors, si vous voulez, j'ai mis du temps à apprendre ça. Et justement, je vous raconte ça parce que c'est avant-hier. Et Sorg me dit, mais dans les yeux dans les yeux, ça ne te fait plus rien, les critiques? Je ne te crois pas. Et bien, je lui dis si.
Parce que, et je lui dis pourquoi, parce que quand je suis à la foire du livre ici, et que 300 fois dans la journée, les gens viennent me dire des choses qui me touchent infiniment, et que dans ma vie de quotidienne, en France et ailleurs, j'ai cette incroyable chance que des gens viennent à moi, ne me demandent rien, sauf qu'ils viennent me dire une chose qui me touche au très fond de moi. Quand je me trouve en repérage en Mongolie, on est perdu, que je suis avec l'auteur de ce grand roman chinois et qu'on voit un cavalier dans la distance, on va lui demander où on est, et ce monsieur chinois dit qui je suis, qui c'est ce mec avec les cheveux blancs et là. Le cavalier vient et il me dit « Mais dites donc, les gros plans là de Stalingrad, comment vous avez fait? C'est fascinant. Je suis au milieu de la Mongolie. J'étais là la semaine dernière à Ravenne, je reviens de Qingdao en Chine. Mais attendez, qu'est-ce que j'en ai à foutre des critiques de Libération, franchement vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça me fait que des gens qui sont tellement gentils viennent me parler d'un de mes films ou de plusieurs, mais ça c'est ma récompense. Moi j'ai travaillé pour vous, j'ai travaillé pour vous dire ce que je pensais moi à vous, afin de vous divertir et aussi d'échanger avec vous mes convictions. C'était ça le but de ma vie. Et la récompense, elle est tellement phénoménale, totalement inattendue, à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. C'est pas croyable. Je vais dans un restaurant au fin fond du Japon, les gens ont vu mes films, alors oui, c'est une récompense inouïe. Donc si vous voulez, là pour Harry Kéber, j'ai eu parfois des mauvaises critiques. Oui, bon, très bien. Le film est vu dans 175 pays et fait des cartons. Bon, bah, ça, franchement, ça va. Je ne vais pas en plus vouloir avoir des bonnes critiques. Finalement, j'ai même une coquetterie de la mauvaise critique. Au point que je pense peut-être publier ces mauvaises critiques qui m'ont accompagné toute ma vie. Avec quand même en moi, j'avais une grande admiration pour Gauguin. Personne n'achetait ses toiles et lui, il croyait finalement qu'il faisait quand même de la bonne peinture. Et il n'a jamais vendu une de ses toiles de sa vie, sauf qu'il est mort avec cette conviction. Et ça m'a aidé à me dire qu'il ne fallait pas que je change qui je suis, parce que d'autres personnes qui n'aiment pas mon travail, c'est tout à fait légitime. Je ne demande pas qu'on aime mon travail, c'est pas ça. Heureusement qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Mais je ne veux pas travailler pour tout le monde. Je veux travailler pour vous donner moi à vous. Voilà ce que je veux faire. Et merci de m'avoir accompagné pendant tant de temps. Alors Jean-Jacques Hano, avant de vous laisser la parole, j'aimerais juste vous demander, parce que vous venez d'évoquer Kéber, et qu'on assiste à une mutation, en tout cas de la production du grand écran vers le petit, ou avec des interactions entre ceux-ci. Est-ce que, fondamentalement, sur cette expérience très précise, vous avez senti une différence dans la manière de concevoir le projet qui allait devenir cette série par rapport à l'expérience du long-métrage tel que vous l'avez connu? Fondamentalement, travailler pour la télé aujourd'hui, est-ce très différent du cinéma? Pas du tout. Si vous voulez, ça faisait 10 ans que je me disais qu'il fallait que je fasse une série télé parce que j'ai toujours aimé tester le nouveau matériel ou tester les nouvelles diffusions. J'étais le premier à faire un film en IMAX 3D, ça a redéclenché toute la vague du 3D. C'est moi avec un film qui s'appelle Les ailes du courage qui a complètement déclenché toute cette nouvelle vogue qui est en train d'ailleurs de se faner maintenant. Mais depuis 10 ans, je comprends bien que le public change, le monde change, le public change, la télévision s'agrandit, se diversifie, propose des chaînes extrêmement pointues qui vont proposer des films qu'on appelait de niche, qui aujourd'hui désertent un petit peu le cinéma de divertissement. C'est-à-dire qu'on est dans une configuration très très différente des années 70 ou des années 80, où il fallait de tout pour aller pour le cinéma. Aujourd'hui, vous avez deux sortes de cinéma, le cinéma commercial pour adolescents et le cinéma dit de festival qui est subventionné. C'est malheureux parce que les grands films, ce sont ceux qui mêlent les deux, qui mènent à la fois le spectacle, le divertissement, la connaissance, la critique sociale, c'est-à-dire que bon, les grands films des années 80, qu'ils soient italiens ou américains ou français, c'était ça.
Aujourd'hui, ça disparaît. Quoique, vous voyez le triomphe d'un film comme Parasite, qui en plus a la Palme d'Or, ou comme Joker de Absolument, moi j'ai vu Joker en avant-première avec toute l'équipe, parce que je suis votant aux Oscars. J'ai adoré le film, bien entendu, parce que j'ai adoré d'autant plus que je connais la difficulté, et je connais très bien les gens chez Warner, de chez Warner Brothers, à qui j'ai dit, bah, dis donc, vous avez été courageux de prendre ça. Oui, ça a été une décision difficile, etc. Mais c'est enchanteur de voir que ce film-là, qui représente effectivement ce cinéma-là pour lequel la plupart des cinéastes se battent, peut exister et faire un triomphe. Ça, c'est un grand succès. Mais vous voyez ce qui se passait pour Roma, que j'avais adoré aussi. J'ai longtemps parlé avec Cuarón. Roma, personne n'en a voulu quand il a proposé le scénario. Il a fait le film à ses frais. Il a montré le film à tous les distributeurs, tous les exploitants du monde entier, personne n'en a voulu. Il n'y a que Netflix qui l'a voulu, et il a gagné l'Oscar du meilleur metteur en scène, c'est un film formidable. Alors qu'est-ce qui se passe justement? C'est que beaucoup de metteurs en scène, dont Scorsese actuellement, mais Soderbergh depuis longtemps, ont trouvé qu'ils avaient plus de liberté à la télévision. Et alors, je peux vous dire qu'en France, il y a ce phénomène, mais aux États-Unis, c'est une déroute. C'est-à-dire que les scénaristes se précipitent comme un troupeau de moutons vers la télévision. Il n'y a plus de scénaristes qui veulent faire du cinéma. Quelqu'un me disait hier, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve, oui, ma fille ne veut pas faire de cinéma parce que c'est devenu ringard. Et bien, figurez-vous que c'est quelque chose... Alors moi qui ai travaillé toute ma vie pour le grand écran, je perçois ça. Je perçois que... Alors ça vient aussi d'un phénomène, c'est que moi quand j'étais gamin, la télévision c'était une petite boîte avec des rayures en noir et blanc. Pendant longtemps, aux États-Unis, c'était 525 lignes. Et puis, en 20 ans, on se retrouve avec des écrans extrêmement confortables, de grande taille, un système sonore impeccable, des films qui vous arrivent tout de suite, dans le confort de votre salon. Il faut accepter qu'il y ait une modification technologique. Et je ne suis personnellement, je vous effrayais peut-être en vous disant ça, mais il y a un rapport de couverture du champ visuel. Alors, il est de quoi le champ visuel? Je vais vous montrer avec mes doigts. C'est-à-dire que là, pour avoir la couverture de mon champ visuel, il faut que l'écran ait toute la largeur de la salle et soit abyssal. C'est-à-dire que si je regarde mon film sur mon ordinateur ou sur une tablette, si la tablette elle est à cette distance de mon regard, je couvre pareil le champ visuel. Si j'ai un casque, j'ai une stéréo extrêmement bonne. Si je suis dans votre salon, j'ai souvent du 5.1. En deux cas, ce qui suffit largement, et maintenant les télévisions sont en 4K. Il ne faut pas minorer cette évolution technologique de la diffusion, et aussi l'immense choix qu'il y a à la télévision. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait 3 chaînes en France. Et donc, le choix était incroyablement limité. Maintenant, certains d'entre vous en ont peut-être un millier, en tout cas, tout le monde a 150, 200, etc. Donc, je crois que les créateurs ont compris qu'il fallait s'adapter au monde qui change. Ça ne veut pas dire que le cinéma n'existera pas, il est complémentaire. Le cinéma n'a pas tué le théâtre, et je pense que la télévision ne tuera pas le cinéma. Alors il est temps de vous laisser la parole pour poser toutes les questions que vous désirez à Jean-Jacques Hano. Alors, un micro va circuler parmi vous. Il n'y a pas de mauvaises questions, je vous signale. Vraiment, oui, il y a quelqu'un qui lève le doigt, la main là-bas. Oui. Attendez, on va dire à vous avec le micro, sinon on ne va pas vous entendre. On va vous apporter le micro, ne bougez pas. Puis n'hésitez pas, hein, parce que s'il y a des questions qui vous brûlent la langue, il n'y a pas de... Tout est ouvert ici. Encore une fois, nous sommes entre amis. Moi, je voulais savoir si vous aviez des conseils pour les jeunes qui voudraient plus tard travailler dans la réalisation ou dans le cinéma. Écoutez, j'en ai tout plein des conseils. C'est un peu pour ça que j'ai fait ce bouquin. Parce que il y a un véritable problème dans les enseignements artistiques, en particulier dans le cinéma. Ce qui se passe, c'est que, et j'ai vécu ça, les gens qui enseignent le cinéma sont généralement des gens qui ne sont jamais allés sur un plateau, ou en tout cas qui n'ont pas d'expérience.
d'un certain cinéma. Alors c'est d'ailleurs pour ça qu'en France on enseigne essentiellement un cinéma nécessiteux, parce que mon aventure à moi, elle est très singulière. Je vais vous donner un détail. Quand je suis allé, Madame Juppé, qui était pendant un bout de temps la première femme de l'homme politique, m'avait demandé de faire un masterclass d'une semaine à la FEMIS. J'ai accepté, je travaillais à Los Angeles à l'époque, je prends une semaine et je viens faire ça. J'arrive à la FEMIS, et il y avait des affiches avec ma tronche, et il y avait marqué en rouge « Anneau égale succès égale danger ». Bon, je rentre dans l'amphi, il était bourré, je me fais huer. Alors je dis, écoutez, je comprends très bien que vous n'aimiez pas mon cinéma, mais je suis là pour témoigner qu'un ancien élève de votre école travaille librement à Hollywood. Ouh, on me hue. Je dis, mais attendez, c'est un témoignage, je ne vous demande pas d'adhérer, vous pouvez penser complètement différemment. Finalement, bon, les sifflets continuent, je leur dis, écoutez, on va arrêter, donc je prends mon sac et je m'en vais. On me siffle de nouveau en disant, t'as pas le droit, t'es payé. Alors non, je n'étais pas payé, je suis parti et je ne suis plus jamais refait un masterclass en France. Voilà, je suis parti vivre très agréablement aux États-Unis. J'ai fait masterclass sur masterclass dans toutes les universités américaines. Pourquoi ? Parce que les professeurs, en vérité, de ces écoles n'aiment pas le cinéma que je fais, parce qu'eux ont essayé de faire des films à 2 millions d'euros et n'ont pas réussi à le faire, et donc sont fâchés qu'un compatriote fasse ces films que peut-être il n'aurait pas aimé faire. À mon corps défendant, c'est le cinéma que j'ai fait, c'est celui que je voulais faire, qui n'était pas à la mode autrefois. Moi, j'étais à l'école de cinéma quand il y avait encore la nouvelle vague, ça fait 50 ans de ça, et bien cette nouvelle vague, elle me semblait déjà complètement vieille. Parce qu'on ne fait pas de la nouvelle vague, après nouvelle vague, pendant 50 ans, c'est impossible. Et que le désastre actuel du cinéma français, je viens de faire une communication à l'Institut de France sur où en est le cinéma français, soi-disant le 2e plus grand cinéma du monde. Alors, je vais vous dire, les chiffres d'affaires de tout ce qui est audiovisuel, cinéma et télévision compris, est non pas 10 fois supérieur aux États-Unis, non pas 100 fois supérieur, mais 1000 fois supérieur. C'est-à-dire que quand nous vendons un film, les Américains en vendent 1000. Pourquoi ? Parce que les films français font chier. Voilà, à l'étranger. Vous ne pouvez pas vendre des comédies, parce que les comédies sont bonnes en France, mais on ne vend pas la comédie parce que la comédie est très particulière. Qui parmi vous a vu une comédie allemande dans les 10 dernières années ? Très peu. Mais les Allemands aiment beaucoup les comédies françaises. Non. Oh, quand même, en particulier, les Ch'tis par exemple, était un grand succès. Donnez-moi les chiffres. Il faudrait les voir dans le détail en tout cas. Mais il n'y a que l'Italie qui nous fait encore l'honneur de voir nos films. En Allemagne, je pense que le seul film qui a un peu marché, c'était Intouchable. Ça fait quand même pas mal de temps, vous savez. Donc, ne croyez pas que je suis méchant, là. Ce sont les chiffres que je viens de découvrir. Moi-même, je pensais, sachant à quel point il est difficile, quand on vit en Chine ou à Montréal, de voir un film français, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Je viens d'apprendre les chiffres à Costa, vous voyez, qui est président de la Cinémathèque, il pensait comme moi, oui, qu'on faisait à peu près peut-être un 20e des États-Unis, pas un 1000e. Donc il y a quand même à se préoccuper. Alors je vous dis ça à vous qui voulez apprendre le cinéma. Quel cinéma voulez-vous apprendre ? Il y a profusion d'écoles de cinéma. Mais encore une fois, qui sont les enseignants ? Regardez ce qu'ils ont fait. Car les gens qui n'ont rien fait vont vous apprendre à ne rien faire comme eux. Woody Allen a une phrase très amusante. Il dit, ceux qui savent faire font. Ceux qui ne savent pas faire enseignent, et ceux qui ne savent pas enseigner, enseignent la gymnastique. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de prof de gym ici. C'est pas de moi, encore une fois, je me planque derrière quelqu'un. Mais si vous voulez, le gros problème des écoles de cinéma, c'est les enseignants qui apprennent le cinéma à l'école, qui ont une idée, j'ai envie de dire une idéologie du cinéma, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc si vous voulez, alors pour faire simple maintenant, ma recommandation, c'est,
voyez le maximum de films, de tous les genres, choisissez le genre que vous voulez faire, battez-vous pour écrire ou faire écrire le scénario de votre cœur si vous voulez être metteur en scène. Si vous voulez être chef opérateur, faites beaucoup de photographie, allez dans les expos de photos, voyez comment se construit une image. Et après, travaillez avec des copains qui, comme vous, vont grandir, vont devenir, espérons-le, célèbres, et vous aurez une très belle carrière. Je vous signale que c'est un métier qui demande une force de travail ahurissante. Vous voyez, ma femme, depuis 40 ans, elle me dit « Mais comment ça se fait que tu travailles tous les jours ?» Je travaille 18 heures par jour. Là, je rentre chez moi, je vais travailler à un scénario, c'est à 5 heures de voiture d'ici, mais je vais le faire. Et le jour où j'arrête, vous savez, c'est comme la boxe. Il faut remonter sur le ring, à chaque fois vous avez un ennemi qui est plein de dynamisme. Donc, première chose, voir beaucoup de films, lire des biographies de metteurs en scène, très important, lisez celle d'Eisenstein, qui est formidable, lisez la poétique d'Aristote, qui vous donnera le grand cadre des récits de cinéma, lisez Shakespeare, parce que ça vous donnera des structures dramatiques extrêmement puissantes. Encore une fois, si vous voulez être dans le domaine de la création, si vous voulez être dans le domaine qui est aussi de la création, comme chef monteur qui est formidable, chef décorateur, métier merveilleux, j'ai envie de dire, tous les métiers sont merveilleux dans le cinéma. Comment vous y arrivez? En étant meilleur que les autres, en vous défonçant plus que les autres, en étant plus acharné que les autres. Et il y a encore une vingtaine d'années, je me posais souvent la question, je me disais, si c'était à recommencer, est-ce que j'aurais le courage, maintenant, sachant ce qu'il a fallu passer comme obstacle? Et j'avais tendance à penser non, que j'aurais pas le courage. Maintenant, si, parce que j'ai oublié à quel point c'était difficile au début. Mais c'est monstrueusement difficile. J'ai fait je ne sais pas combien de dédicaces à des gens qui viennent me dire mon neveu veut faire du cinéma, ma fille veut faire du cinéma. Oui. Mon propre petit-fils veut faire du cinéma. Ma belle-fille a voulu faire du cinéma, je lui ai dit que c'était une très mauvaise idée. Et bien maintenant, elle a 45 ans, et elle n'a toujours pas réussi, mais elle pense qu'elle va réussir, c'est trop tard. Donc, si vous voulez, oui, c'est un métier monstrueux, parce que il y a, si vous voulez, quand j'ai démarré, c'était compliqué de se faire produire un court-métrage, ça coûtait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, produire un court-métrage génial, ça ne coûte rien. Vous faites avec votre portable, ça marche très très bien, et si vous avez le talent de raconter une histoire, eh bien vous pouvez le faire sur votre portable. Souvenez-vous de Blair Witch, qui a coûté rien du tout, qui a fait une fortune parce que le film était formidable. Donc, je recommande ça. Il y a 20 ans, je disais, empruntez la vidéocaméra de votre oncle. Mais maintenant, vous avez le portable dans la poche. Donc, vous pouvez raconter une histoire, vous prenez des copains, et si votre histoire est formidable, je vous jure que vous ne resterez pas inconnu. Même chose pour les photos. Donc, il ne faut pas espérer que ça vienne comme ça, c'est beaucoup de travail de votre part, et puis du talent. D'autres questions dans le public? Oui. Monsieur. Merci. Vous pouvez me dire un mot sur Sean Connery, quelle est sa personnalité en vrai, par exemple? Oui, parce que j'ai un rapport assez particulier avec Sean parce que j'avais, comme un crétin, pensé avec d'ailleurs Umberto Eco, on voulait quelqu'un de neuf, parce que pour représenter ce moine intellectuel du XIVe siècle, on pensait qu'il ne fallait pas un acteur qui charrie avec lui le passé d'un certain nombre de films connus. Donc j'avais éliminé d'office tout acteur célèbre. Mais je voulais un acteur de 60 ans, très charismatique. J'ai fait une année de tournée de théâtre dans tous les pays anglophones. Ça va de l'Australie à la Nouvelle-Zélande, au théâtre éloigné de petites villes américaines. Et je me suis évidemment rendu compte que c'était impossible d'avoir un charisme fou et d'être resté inconnu pendant 60 ans. C'est pas possible, ça ne le fait pas. Donc, pendant ce temps-là, le plus célèbre agent de Los Angeles, qui s'appelait Mike Ovitz, m'appelait tous les 3 semaines en disant « JJ, you have to meet Sean Connery. Il veut absolument faire ce rôle. » Et je lui disais « Mike, c'est déjà Guillaume de Baskerville.
un grand intellectuel franciscain. C'est aussi Sherlock Holmes. Alors si je rajoute en plus James Bond, franchement, ça ne va pas le faire. Sean Connery a tellement insisté que un jour, mon producteur allemand, car j'ai voulu faire le film avec des productions françaises, impossible, c'était trop cher, ça n'allait plaire à personne. Donc, je me transporte physiquement en Allemagne, j'ai un producteur allemand, Bernd Eichinger, très bien. Un matin, il vient me voir, c'est un lundi matin, il me dit, écoute, j'ai une surprise pour toi, je ne sais pas si tu vas aimer, mais il y a Sean Connery qui vient te voir. Je dis, ah bon, oui. Donc, une demi-heure plus tard, frappe à ma porte de mon bureau, la porte s'ouvre. Oh putain, ah le mec, qu'est-ce qu'il était beau, quelle présence, quelle classe. Il y avait le scénario sous le bras, il dit, listen, boy, c'était moi. Je lui prie de s'asseoir, il ouvre le scénario et il commence à me lire le texte. Moi, ça faisait 1 an et demi que je travaillais sur le scénario, le texte, je le connaissais par cœur, j'avais la mélodie du texte dans l'oreille. Et lui, il me le lit comme ça, avec sa voix chaleureuse, profonde. Je l'arrête, j'avais la chair de poule. Je cours voir mon producteur, je lui dis, écoute, ça y est, on a le personnage. Il monte, il se présente, on le signe. En même temps, mon agent américain, celui qui était venu de Los Angeles pour me signer, m'appelle au téléphone. Il me dit, j'ai une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, laquelle tu veux en premier? Alors je lui dis forcément la mauvaise nouvelle. Il me dit, écoute, je ne suis plus ton agent parce que voilà, je change de boulot. Alors je lui dis, la bonne nouvelle c'est quoi? Il me dit, ton film, Le nom de la rose est chez Columbia, et c'est moi le président maintenant. Donc je cours avec mon producteur allemand, on court à Los Angeles, et j'arrive, comme le mec parlait très bien le français, le nouveau président, il me dit, en fait, j'ai oublié de te demander, vous avez qui pour le rôle principal? Je lui dis, Sean Connery. Il dit, quoi? Je dis, oui, Sean Connery. Il dit, non, tu es complètement fou, tout ça en français. Il dit, tu vas être cinglé, tu vas détruire ta carrière, c'est impossible, c'est un vieux ringard. Je lui dis, écoute, non, on l'a signé. Là, il switch, il se met en anglais, il demande à mon producteur, mais c'est vrai, vous avez signé Sean Connery? Ah, il dit, oui, il est très bien. Il dit, bon, alors écoutez, je suis désolé, moi, en tant que nouveau président de Columbia, je ne peux pas faire le film. Et il demande au secrétaire d'amener le contrat, il le déchire. Devant nous. On repart de Los Angeles, on n'a plus de distributeur américain. Je vais à Milan voir mon bon ami Umberto Eco, je suis avec ma femme, on sort du dîner, il pleuvait. Umberto dit, tiens, dis donc, en fait, mais qui c'est que tu as pris pour les... Tu as quelqu'un pour le premier rôle? Alors je lui dis, écoute, oui. Et là, je sens que le drame va venir. C'est Sean Connery. Ah! Drame italien. Il se retourne. Ma Renate, tu sais quoi? Il a pris Sean Connery pour faire Guillaume de Mascagni. Ah, fais la flamme! Mais non, c'est pas possible! Elle s'agenouille. et Umberto, à un moment de calme, il me dit, tu vas le casser, hein? Je lui dis, mais c'est mon métier, c'est mon métier, je suis metteur en scène. Vous l'avez merveilleusement dénoté. Hein? Vous l'avez merveilleusement dénoté de ces rôles à James Bond, de ces rôles de dur à cuire. Mais écoutez, non, je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Il avait envie de faire ce rôle, il s'est complètement adapté au personnage. Il a été merveilleux de rapport, très compliqué avec les gens de la régie, parce qu'il est très exigeant sur la qualité des repas, le transport d'un tas de trucs. Mais avec moi, jamais un mot de travers. Et le premier jour a été un peu désastreux parce que je faisais un plan dans la neige et je m'aperçois que sous sa robe de bure et au-dessus de ses sandales, il y avait des sockets bleus. Mais bleus violents. Je descends de ma tour, je vais voir, je lui dis, mais Sean, qu'est-ce que c'est que ces sockets? Il me dit, c'est les chaussettes et c'est un costumier qui me les a tricotées. Je dis, mais attends, il les a tricotées, mais je ne vais jamais demander de tricoter des chaussettes bleues, moi. Alors, il me dit, ouais, mais j'ai froid aux pieds. Je lui dis, Sean, là, tu joues un rôle d'un franciscain. Les franciscains, leur message, en particulier de ton rôle à toi, c'est de te mettre au niveau des pauvres qui n'ont pas le loisir, l'argent pour s'acheter des sandales.
Donc normalement tu es pieds nus, mais éventuellement tu peux avoir des sandales ouvertes, à condition que ce soit de la chèvre non tannée. Je lui dis, il faut enlever les chaussettes. Il me regarde, il me dit, I hate those fucking monks. Il prend ses chaussettes, il les jette par terre. C'était le début, c'était avant la première prise. Mais une fois ça fait, il a attrapé un rhume. 2, on est resté amis jusqu'à aujourd'hui. Très, comment dire, Sean savait la bataille que j'avais livrée. Il savait que mon producteur et moi, on n'avait pas lâché l'acteur. On a eu des soucis considérables, parce que quand il est arrivé en Italie, tout le monde l'appelait 007. Et je disais non, on l'appelle Sir Connery, mais pas 007. Figurez-vous qu'on a eu un procès de Michael Caine qui a demandé la totalité du budget du film comme dommage et intérêt parce que nous avions déjeuné 2 fois ensemble. Une fois dans sa brasserie à Londres, où il m'avait invité. Il m'avait dit venez un peu plus tôt, ça s'appelle Langens Brasserie, ça vous intéresse. Je vais donc le rencontrer à 12h30. Il appelle son maître d'hôtel et il dit amenez-moi une planche à découper et un couteau qui coupe bien. Bon. Les objets arrivent, il me dit voilà, je veux faire tellement ce film que si vous me demandez de me couper un doigt, je le fais tout de suite devant témoin. Alors je lui dis non, écoutez, franchement, c'est pas la peine pour me convaincre. Et puis un jour, il apprend que je suis à New York, genre 4 semaines plus tard, et il me dit voyons-nous. Donc moi je l'invite, du coup je suis dans un bon restaurant, et on parle de choses et d'autres, de politique générale et un peu du film. Puis il apprend qu'on a signé avec Sean Connery. Entre-temps, c'est vrai, 1 semaine ou 3 semaines se passent, et il attaque. Car la loi américaine, c'est que si un metteur en scène déjeune 2 fois avec l'acteur, c'est qu'il est engagé. Au même titre que si je lui dis « Voulez-vous essayer ma veste pour voir si elle vous va ?» C'est une séance d'habillage, et ça veut dire qu'il est engagé. Et Sean Connery n'a pas été payé pendant 1 an et demi, tant que ce procès n'a pas été réglé. Car évidemment, la justice américaine n'a pas pu trancher ce problème, puisque le film était allemand. Mais comme les droits avaient été achetés par une société française, le procès est allé en France, et évidemment en France, quand on explique à un juge que parce qu'on a bouffé 2 fois avec un acteur, l'acteur a le droit de faire un procès pour le prix du film, ça ne l'a pas fait, donc il a été débouté, et Sean Connery a pu être payé. Mais enfin voilà, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après, tout ça pour vous dire que je sais que Sean a toujours souhaité, comme moi, qu'on retravaille ensemble. Il a proposé d'ailleurs plusieurs projets. Il y en avait un qui était pas mal, j'ai failli dire oui. Maintenant, il est un peu découragé. Récemment ? Pardon ? Récemment ou... Oh non, ça fait une 15aine d'années. Ah oui. Une 15aine d'années. Et... Vous auriez pu le sortir de sa retraite ? Pardon ? Vous auriez pu le sortir de sa retraite ? Non, il n'a plus envie, justement. Ben, j'en ai reparlé de ça. Je lui ai dit, écoute, Sean, franchement, j'ai revu il y a 5-6 ans. Je lui ai dit, Sean, ça serait quand même merveilleux qu'on se retravaille ensemble. Il m'a dit, Boy, parce qu'il m'appelle tout le temps Boy, moi je suis d'accord pour, s'il a besoin d'argent, je le mets, mais tu sais, les gens de cinéma, ils me dégoûtent. Voilà. Et pour terminer sur Sean Connery, lorsque nous avons fait une conférence, Sean Connery avait dit, je ferai une seule conférence de presse. On l'a fait à Londres. On est tous les deux devant vous les journalistes, et la première question va à Sir Sean Connery. Sir, what is it you need to become a great actor? Qu'est-ce qui est nécessaire pour devenir un grand acteur? Il prend le micro. A good lawyer. Il me repasse le micro. Deuxième question. Pouvez-vous nous dire ce que représente pour vous d'incarner un franciscain? Et il dit, pour ces questions théologiques, ask the boy. Et il passe le micro. C'est tout ce qu'il a dit dans la conférence de presse. Have a good lawyer. Prenez un bon avocat. Parce qu'il a eu des expériences désastreuses, et
Dieu merci, je sais qu'avec nous, il a eu une belle expérience qui a relancé sa carrière, d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a un rapport, je crois, extrêmement chaleureux. Voilà mon histoire. Alors, une dernière intervention. Oui, les deux dernières. Et voilà. Oui, bonjour. Vous disiez être influencé par le cinéma russe. J'ai adoré Enemy at the Gates, comme beaucoup de gens. Et je voulais savoir si vous aviez pris des références du cinéma russe dans ce film. Alors oui, d'abord pour vous dire, j'ai été un grand admirateur d'Eisenstein et j'ai eu la chance d'avoir comme directeur de mémoire à la FEMIS l'héritier testamentaire d'Eisenstein, qui s'appelait Léon Moussinac. Et c'est chez lui, c'est chez Léon Moussinac que j'ai découvert la magie des storyboards, tout fait à la main par Eisenstein. Et évidemment, je connais son œuvre par cœur, celle de Pudovkin aussi, celle de Donskoy, de Tchoukrai, de Bondarchuk, enfin bon, tous ces gens-là m'ont beaucoup inspiré. J'ai revu récemment Quand passent les cigognes, c'est un film complètement merveilleux. Donc si vous voulez, le cinéma russe, par la puissance de ses images, par le traitement des plans larges, par le lyrisme de la musique, Prokofiev et tout ça, c'est fabuleux. Donc si vous voulez, oui, l'influence très considérable de ce cinéma russe. Maintenant, quand j'ai préparé Enemy at the Gates, qui est tiré de 3 pages d'un livre d'histoire, j'ai passé beaucoup de temps en Russie. J'ai en particulier eu la chance de pouvoir revoir la totalité, j'insiste, la totalité des archives des films qui ont été faits pendant la guerre à Stalingrad. Je vais tout sortir. J'ai fait la même chose à Berlin. Donc j'ai eu les deux côtés. Je me suis amusé d'ailleurs de voir que les actualités russes étaient en fait entièrement reconstituées par d'excellents metteurs en scène 2 jours après la bataille. Mais ça, c'est autre chose. Ils n'ont pas risqué la vie de leurs soldats et en plus de ça, ils ont présenté une image meilleure d'eux-mêmes. Donc, intéressant, cinéma reconstitué. Mais toujours fait avec cette même force. Alors, mon inspiration visuelle aussi de la bataille, j'ai eu la chance de compulser des milliers de photos, de les enregistrer. Je suis évidemment allé au musée de Volgograd. J'ai eu entre les mains le livret de Zaïtsev, qui était mon héros principal. On a voulu me le donner, me le vendre d'ailleurs. Enfin bon, c'est autre chose. J'ai passé mon temps au musée de la Grande Guerre patriotique à Moscou, la même chose à Saint-Pétersbourg. Donc si vous voulez, là, je fais mon travail à fond. Vous savez, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup des films, mais j'ai besoin d'un an et demi d'immersion. Et j'ai beaucoup d'amis russes, pour une raison singulière. Et j'ai beaucoup d'amis russes depuis très longtemps, depuis mon Oscar, parce que les cinéastes russes ont compris que je n'étais pas comme les Français qui étaient tous communistes. Il fallait être communiste pour être cinéaste, comme en Italie. Et moi, comme j'avais été invité, j'ai été invité parce que j'étais neutre, je n'étais rien du tout, je n'ai jamais milité dans aucun parti politique, pensant que la politique, je la fais dans mes films. Mais les cinéastes russes n'invitaient pas les cinéastes français, précisément parce qu'ils étaient communistes, parce qu'eux souffraient de ce communisme. Donc ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi les Français voulaient être communistes ou maoïstes. Ça leur semblait complètement invraisemblable que nous qui étions libres, on voulait être muselés par des politiques. Donc j'ai été invité, mais à un nombre inouï de fois. J'étais d'ailleurs président du Festival de Moscou il y a 2 ans, ou 3 ans. Donc si vous voulez, j'ai un attachement réel pour les cinéastes russes. J'admire leur boulot. Vous voyez Bondarchuk, le fils, l'autre jour, il me remet un prix à Pékin. Et je comprends que c'est moi qui vais avoir le prix, parce qu'il dit, voilà, moi j'ai refait un film qui s'appelle Stalingrad, j'ai tout pompé au monsieur à qui je vais remettre le prix. Mais ça me flatte finalement, parce que moi j'ai fait le film en hommage à la Russie. Qu'un Russe qui soit le fils d'un des grands metteurs en scène russes fasse un film finalement en hommage au mien, je trouve ça épatant. Donc j'ai plein d'histoires très tendres avec la Russie, y compris, j'étais un jour allé avec Depardieu, Rappeneau et Pierre Richard invités en Russie. Gorbatchev venait de se faire limoger, il nous invite. Il nous voit arriver, il enlève sa chaussure, parce que il voit un grand blond avec une chaussure noire.
il embrasse Pierre, il n'embrasse pas du tout Depardieu parce qu'il ne sait pas qui c'est, et le voilà, au bout de 2 heures, qui se met à pleurer parce qu'il nous raconte comment il a pris le pouvoir, comment il s'est fait dégommer, tout ça. Mais un chef d'État russe, ça pleure. Les Français, ils pleurent, mais en cachette. Et moi, j'ai une histoire, mais la première fois que je suis allé en Russie, je suis invité par un pianiste génial, il vient de se faire virer de l'Orchestre National. Il nous joue Rachmaninov, il picole, et il nous dit, voilà, je suis un peu mal ce soir parce que mon meilleur ami, le premier violon de l'orchestre, a pris l'avion pour les États-Unis et il ne reviendra pas. Nous sommes seulement 2 à le savoir, le violoncelliste et moi. Sauf qu'il n'a pas pris l'avion en vérité. Il ne reviendra pas parce qu'il a été pris par les gens du KGB, qui ont été informés par l'une des 2 personnes qui savaient. Et il se remet à jouer Rachmaninov et il pleure. C'est la Russie pour moi, si vous voulez, ça. Et j'ai eu ces expériences-là de manière quasi constante quand je vais en Russie. J'ai été invité, vous voyez, à mes voyages, je suis invité dans un petit appartement assez moche, et une vieille dame qui me sert un thé. Elle insiste pour que je boive dans cette tasse-là. Et puis bon, je bois le thé, je ne sais pas où je suis. Et en partant, elle me dit, voilà, je suis la veuve d'Eisenstein, et je sais que vous attirez beaucoup mon mari, vous avez pris le thé dans sa tasse, c'est la tasse où il a bu tous les jours le thé jusqu'à sa mort. Et c'est autre chose, la Russie, c'est le cœur palpitant. Et j'ai voulu faire un film du point de vue de la Russie, et c'est pour ça que j'ai proposé à Paramount de faire ce film, et on m'a laissé libre, de prendre les gentils, c'est-à-dire les Anglais jouent les Russes, et les méchants, les Américains, alors que c'est financé par une société américaine, jouent les nazis. Voilà. Voilà mon rapport avec la Russie. Oui, bonjour. J'ai une question. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le cinéma américain par rapport au cinéma français? Alors, écoutez, très clairement, une très grande partie du cinéma américain, aujourd'hui, pour résumer, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'essayais de vendre un film. Très rapidement, 10 ans plus tard, c'était plus un film que j'allais promouvoir, c'était un movie. La différence, c'est qu'un film, c'est un truc intellectuel qui vient des autres pays, et qu'aux États-Unis, on fait de l'entertainment, c'est-à-dire on fait des movies. Et puis, dans les années 90, on ne me proposait plus que des prequels, des sequels, des remakes, et j'ai compris que c'était un déclin de la création. Et maintenant, il n'est même plus question de vendre un prequel, il faut vendre une franchise. Donc, s'il vous plaît, à partir du moment où vous vendez une marque, c'est l'esprit du fast-food, c'est-à-dire qu'on habitue le public à un goût, et on lui resserre des variantes de ce goût, avec fromage, avec un produit local, avec un peu de cornichons. Mais le cinéma américain, qui a été très très brillant dans les années 70, pourquoi? Parce que les gens qui faisaient ce cinéma étaient des amoureux de cinéma. Maintenant, ce sont des banquiers qui veulent des rapports financiers tous les 3 mois. Ça change complètement la donne. Et ça fait que le cinéma français reste un îlot. Alors après, des choses un peu désagréables que j'ai pu révéler tout à l'heure. La réalité du cinéma français, c'est qu'il y a énormément de producteurs et de metteurs en scène qui sont sincères dans leur désir de collaborer avec les cinémas de la planète. Et quand vous allez dans n'importe quel festival au monde, la moitié des films ont une coproduction française. C'est soit le Fond Sud, c'est Studio Canal, et tout un tas de producteurs qui misent sur un film indonésien. C'est impressionnant. Donc si vous voulez, le cinéma français reste un cinéma compris comme un cinéma important dans le monde parce qu'il est le porte-drapeau d'une idée différente du cinéma, qui n'est pas entertainment first, mais qui est le cinéma doit refléter la société et ses difficultés. C'est évidemment un gros handicap parce que les gens, partout dans la planète, beaucoup moins en France, ne veulent pas consacrer une soirée et payer cher
pour voir un film dont ils ressortent accablés. Ça, c'est le verdict que vous trouvez dans Variety ou dans le New York Times. Il y avait un article récent sur le cinéma français qui pose un problème. Mais au plan de la création, au plan de la liberté, au plan du respect de l'art cinématographique, la France, c'est vrai, est tout à fait combative. En vérité, j'ai gardé, moi, cette conviction-là, c'est-à-dire que j'ai fait des films, comme je vous le disais, que j'ai voulu faire, mais qui sont des films qui sont perçus à l'étranger comme des films d'auteur, comme des films faits par un Français, donc avec les avantages et les inconvénients de ça. À tel point que quand je fais des interviews aux États-Unis, quand on me présente comme a French film director, alors là je peux vous dire que ça veut dire que les gens n'ont pas aimé le film. Si je suis un French director, ça va à peu près. Et si je suis un French born director, là ça veut dire que je suis intégré et que je fais du film que les gens peuvent aller voir. Vous voyez, c'est sévère comme jugement. Mais en tout cas, le cinéma français, oui, a cette liberté-là. Maintenant, les productions françaises, je dois vous avouer que comme je viens de vivre 4 ans en Chine et 2 ans au Canada, j'ai rien vu. Rien vu. Je vais voir peut-être le film de Roman de Polanski la semaine prochaine. Mais non, j'ai pas eu la possibilité de voir les films français. Je reçois la boîte des scénars, mais franchement, c'est pas très tentant. Je vous dis la vérité de ce que nous pensons tous dans le métier, de toute façon. Tout à l'heure, avec Costa, nous faisons le constat que c'est pas raisonnable qu'un pays comme le nôtre fasse 350 films par an. On en fait plus que les États-Unis en nombre. Mais comme on fait des films à 2 millions de dollars, alors que les États-Unis, en moyenne, un film moyen américain, c'est 80 millions de dollars. Comment voulez-vous qu'on se batte? Nous, on propose une balade en trottinette, les autres, ils proposent une balade en limousine. Les gens à Hong Kong ou à Sydney, oui, la trottinette, c'est chic, c'est marrant, mais c'est pas ça qu'ils ont envie ce soir-là, le samedi. Pardon d'être très pragmatique, mais vous savez, rêver du cinéma comme on le fait à l'université française, c'est une chose. Faire du cinéma et réussir à influencer par notre pensée les peuples du monde, c'est autre chose. Et avec le cinéma français que nous avons, je rappelle les chiffres, quand nous en vendons un film en France, les Américains en vendent 1000. Le chiffre d'affaires américain du cinéma et de la télévision, c'est 1000, la France 1. Ça rend modeste, vous voyez. Moi, en ça me soucie, parce que je voudrais que la France soit à son niveau. En 1907, nous représentions 80% des spectacles dans le monde. Le cinéma français était 80%. Là, aujourd'hui, nous sommes réduits à 1 pour 1000. Donc, c'est pas terrible. En tout cas, merci beaucoup, Jean Jacquinot, notamment pour votre franc-parler loin de toute langue de voix. Et tout au long de l'anglais, c'est pour vous. Et vraiment, je vois comment, parce que justement, ce son, il est vraiment, c'est vraiment celui d'une vie pour le cinéma, mais qui est extrêmement riche en anecdotes, voilà, pour revenir sur votre carrière, sur vos films, avec plein d'autres choses. Voilà, vous avez, comme on dit, vous en avez vraiment pour votre argent, c'est passionnant. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt, passez une bonne fin de soirée. Au revoir. Baptiste Liger. Il avait dit avec un peu de provocation, un cinéma dont l'actrice star est Isabelle Huppert est un pays qui va mal. Et un cinéma qui va mal. Oui, mais de toute façon, la pauvre chérie, bon, alors... En tout cas, merci beaucoup. Là, c'est le modérateur qui parle. C'était vraiment très très bien. Enfin, pour moi en tout cas. Ah bon, tant mieux. Oui. Alors, tant bien. On est le 10 Oui, absolument. 11, 19. Je vais faire un petit dessin. Oh. Voilà, il me fait des petites oreilles aujourd'hui. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et puis bon retour à Montargis. Oui.